Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver pour votre émission Carte sur table. Alors, on va en premier lieu revenir sur cette information qui a été rendue publique par la dernière édition du très informé hebdomadaire régional L'Œil du Sahel qui titre à sa une « Les dessous du ralliement de la fille d'Aïdjo Abia ». Aminatou Aïdjo aurait décidé de soutenir le RDPC, le parti au pouvoir. Alors une information qui circulait déjà depuis quelque temps, puisque l'on avait appris qu'il y aurait des liens qui existeraient entre la présidence de la République et la fille cadette de l'ancien président. Une fille cadette que l'on dit être en rupture de ban avec sa mère, Germaine Aïdjo, l'ex-première dame. Alors ce soir, nous allons revisiter les enjeux de ce ralliement, s'il est avéré, bien sûr. Hein. Au moment où, 24 ans après son décès, l'on attend encore le retour du corps du premier président camerounais, comme l'exige au moins sa veuve. Nous allons aussi débattre de la récente décision gouvernementale de fermer certaines églises de réveil à travers certaines villes, précisément Yaoundé, Douala, Bamenda, une décision qui a été prise par les autorités préfectorales pour diverses raisons qui vont de l'absence d'autorisation aux nuisances sonores. On va revenir là-dessus, bien sûr, avec nos différents invités, mais de manière globale, on va retenir que cette décision, selon le gouvernement, vise avant tout à assainir un secteur qui était devenu au fil du temps très désordonné, mais lucratif. Il ne faut pas oublier cet aspect des choses, un secteur très lucratif aussi. Mais on va faire, on va dire un petit appendice, hein, on va parler de l'expert Francis Do Collins. La presse a fait état d'une audience qui lui aurait été accordée par le président Biya du fonds de sa retraite estivale. Je ne sais pas si c'est une retraite estivale à Baden-Baden en Allemagne. Certains journaux parlent plutôt de la Suisse. C'est une information qui survient alors que l'on se rappelle que M. De Collins avait été mandaté par l'État du Cameroun pour traquer, il y a quelques années, les fonds de certains hauts dignitaires de l'État à travers le monde et qu'il avait touché quand même plus de 800 millions de fonds publics pour effectuer cette tâche-là. Le tribunal criminel spécial, ces dernières semaines, s'était d'ailleurs intéressé aux activités qu'il avait menées. Ses passeports avaient été confisqués, il avait été entendu, puis relâché. Et ce rebondissement, donc, avec cette audience qui lui aurait été accordée par le président Biya. Est-ce une bonne chose pour lui? On va essayer de le voir. Nous avons ce soir sur le plateau M. Maurice Somo, qui est un psychosociologue. Bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir. Merci d'être venu, M. Maurice Somo. Nous avons le révérend Josué Tamak, qui est pasteur de l'église presbytérienne du Cameroun. Bonsoir, mon révérend. Bonsoir, M. Thierry. Nous avons le docteur Alain Moïse Eboumbu Priso, qui est enseignant de théologie. Bonsoir, docteur. Merci d'être arrivé de Yaoundé. Merci. Bonsoir et bonsoir à tous vos téléspectateurs. D'accord. Nous avons Madame Jeanne Soga. Madame Jeanne Soga, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir messieurs les panélistes. Vous êtes habitué des plateaux de télévision, même pas seulement à STV, mais sur plusieurs autres... C'est pas un reproche? Non. D'accord. Je ne peux pas vous reprocher alors que vous nous aidez à pouvoir animer ces plateaux-là. Nous avons bien sûr le professeur Manassé Aboya-Ndon, politologue, consultant de l'émission. Bonsoir professeur. Bonsoir Thierry et bonsoir à tous les téléspectateurs de STV. Ça fait 3 semaines, professeur, que vous avez déserté le plateau. Bon, le professeur était en vacances. Hein? Vous avez droit aux vacances, hein, professeur? Absolument. Pas en Allemagne ou en Suisse? Non, j'étais justement à Bokaga, chez moi, dans l'arrondissement de Bokito. C'est un message que vous envoyez, professeur? Oui, bien entendu. Il était dans la suite présidentielle, c'est pas vrai? Il dit qu'il était au village. Alors, je rappelle que nous sommes en direct. Nous sommes en direct, que vous avez bien sûr la possibilité de nous envoyer des messages par le biais de just.tv. Il y a le numéro qui va s'afficher dans un instant, j'espère.
et tamtou.com. Et on va essayer, bien sûr, de les lire tant qu'on le peut. On va commencer d'ailleurs par cette information qui a été rendue publique par la presse nationale, très très informée, ou bien qu'on informe très très souvent. Monsieur De Collins, l'espère, donc reçu par le président Biya. C'est un rebondissement, professeur Manasseh Aboyen. Donc, on a fait beaucoup d'émissions ici, on en a parlé parce que c'est quelque chose, un sujet qui est assez intéressant. Ce monsieur, il y a quelques temps encore, avait eu son passeport, ses passeports confisqués, il était entendu, et là, il a pu repartir, paraît-il, sur la Suisse. Il est reçu par le président Biya. Rebondissement. Oui, il y a eu beaucoup de péripéties. Et je pense qu'il est dans une campagne d'explication. À la limite, au regard de ce qui est relayé dans la presse, on dirait qu'il est dans une campagne de démonstration, beaucoup plus, notamment pour indiquer qu'il a été reçu par le président de la République, qu'il tient le bon bout, donc c'est l'État qui lui doit encore de l'argent, donc il n'a pas besoin de justifier les 800 millions dont on dit qu'il a empoché pour les résultats contestés par certaines victimes qui sont éparpillées, tantôt au CED, tantôt à Kondengui. Moi, je crois que quand j'ai lu les différents journaux qui ont relayé cette information, on dirait que M. Francis De Collins est dans une campagne de démonstration qu'il a la caution du président Paul Biya qu'il aurait reçu à Baden-Baden. Voilà donc ce qu'on peut dire comme premier commentaire par rapport à ces faits relayés dans la presse locale. Vous avez suivi cette affaire, M. Somon? Oui, bien sûr. Quand on est Camerounais, on ne peut pas rester indifférent à une information de premier niveau, hein, il faut le dire. Hein. Mais moi, je m'intéresse beaucoup plus à la véracité de l'information, hein, à la source même, et puis à la véracité de l'information. D'abord, pour que ce commentaire ait un sens, il faut que la réalité, c'est-à-dire le fait que De Collins ait été reçu par le chef d'État, que cela soit d'abord établi. Ça, c'est la première chose qui attire mon attention. La deuxième chose, il a été mis en liberté. Bon, alors, sous quelles conditions est-ce qu'il a été remis? Parce que là, il faut dire qu'il a été remis en liberté, parce que lorsqu'on vous retire vos pièces personnelles et tout, vous êtes supposé, selon la logique camerounaise, hein, à tout moment, vous êtes à la disposition de la justice. Donc, lorsque vous entendez craqueler une petite feuille sur votre cour, vous savez que, bon, les sbires sont là et c'est terminé. Mais pour son cas spécifique, quelle est la succession des événements qui a fait qu'à un moment donné, il soit suffisamment inquiété, c'est-à-dire aux portes, n'est-ce pas, de la restriction de la liberté, et puis tout d'un coup, qu'il soit revenu au-devant de l'actualité. Dans tous les cas, il y a beaucoup de non-dits dans cette histoire, et je crois que vous, qui êtes de la presse, vous avez sûrement beaucoup d'informations à nous donner là-dessus. Je crois que les Camerounais, comme moi, qui suivent de près l'actualité, ont faim de savoir ce qui s'est passé dans cette affaire De Collins, surtout que la fortune publique y est engagée. Alors, Madame Soga, vous avez suivi l'affaire aussi, vous avez un point de vue là-dessus? Oui, disons que je suis un peu embarrassée parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent et puis dont on n'a aucune preuve. Je suis d'accord avec le précédent orateur qui disait que finalement, il faut déjà savoir si effectivement il a été reçu par le président Paul Biya. Mais il y a une autre gêne que j'ai. Vous savez, une semaine au Hilton, ça coûte en fait 5 à 6 millions. Au bas mot, c'est-à-dire un habitant de façon relativement modeste, selon le créneau du Hilton, vous dépensez 5 à 6 millions. Et donc, 850 millions, pourquoi faire? Si vous devez faire le tour du monde, aller dans les paradis fiscaux, rechercher les traces ou la traçabilité d'une fortune supposée, interroger, donc soudoyer, parce qu'on n'interroge pas les banquiers au hasard, on soudoie généralement le petit personnel pour savoir si dans les... etc. etc. Donc, entreprendre cette démarche-là, ça coûte combien? Pour que les 850 millions deviennent une pierre d'achoppement sur laquelle tout le monde va buter et dont on va parler à longueur de temps. C'est l'une de mes préoccupations. Maintenant, s'il s'avère que 850 millions, c'est une somme véritablement pour vous et moi colossale, tout le monde comprendrait que nous soyons émus en entendant parler de cela. Mais si c'est avéré que cela n'a pas, ou alors que c'est largement au-dessus des sommes dépensées pour mener ce genre d'enquête,
Alors, comment est-ce qu'on peut justifier qu'il ait été relaxé? Alors, tout cela doit avoir une explication. Moi, sincèrement, je suis un peu mal à l'aise dans l'histoire parce que j'aime pas commenter les commentaires, pour ne pas paraphraser l'autre là. J'aime pas dire des choses alors que je n'ai pas les moyens véritables de vérifier la véracité de l'information. Ça m'embête. D'accord, alors je vous comprends très bien. Alors, docteur Boumou, vous avez suivi cette affaire aussi? Oui, je crois que pour nous qui ne regardons que ce genre d'affaires à distance, le seul moyen par lequel nous pouvons être informés, ce n'est que par la presse. Et nous savons que comme tous les journalistes ici aiment le scoop, il y a toujours eu dans cette affaire l'histoire de l'ancien avocat français qui était décédé là, Vergès. Nous avons suivi également. Et la question que je me pose, pourquoi c'est seulement d'Ocolis? On n'a pas tellement parlé des fonds également, puisque à cet avocat également, on a loué beaucoup d'argent. Et les gens n'en ont pas parlé jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que c'est parce que c'est un compatriote que ça fait le chou gras de la presse de bruit? Ouais. Et puis deuxièmement, il a été coopté par quelqu'un pour faire ce travail. Alors, est-ce que ces gens qui l'ont coopté sont satisfaits du résultat? Ça dit que c'est à eux de nous dire s'ils sont satisfaits. Parce que là, nous naviguons à vue, les personnes même à se plaindre même. C'est soit le président de la République ou alors M. Amadou. Non, comme le tribunal criminel spécial, lui, s'est saisi de l'affaire, si le tribunal spécial avait convoqué monsieur le maître Vergès, on en aurait parlé. Voilà notre crainte, donc, est-ce que le tribunal spécial n'est pas influencé par l'opinion publique? Parce qu'il faut aussi également voir ça. Est-ce que ce n'est pas le fait d'attendre, d'écouter ici et là? Parce que moi, j'ai bien envie de comprendre si quand le tribunal spécial convoque des citoyens, il s'explique. Voilà. Il y a un point de presse par la suite pour expliquer les raisons pour lesquelles ces citoyens sont convoqués. En plus de cela, Thierry, vous savez, lorsque vous menez une telle enquête, vous pouvez être entendu à tout moment sur un certain nombre de détails. Pour les besoins de recoupement, simplement, on est en instruction. Donc, le juge instructeur peut vous convoquer pour vous entendre sur... Mais est-ce qu'il prend votre... Il ne prend pas vos passeports oui, monsieur Thierry, ce qui cause problème à mon niveau, c'est plutôt le moment. Le contexte politique de notre pays nous fait poser certaines questions. Pourquoi c'est seulement en ce moment précis, quand nous sommes à la veille de l'échéance politique que nous connaissons tous, qu'un problème de ce genre surgit de cette manière? Est-ce qu'il n'y aurait pas là, comme d'habitude, une certaine manipulation politique qui proviendrait de l'intérieur? Parce qu'effectivement, nous pensons que ce n'est pas en ce moment précis, ce n'est pas aujourd'hui que ce dossier s'est déclenché. Et c'est pourquoi seulement maintenant qu'il doit ressurgir avec une pareille ampleur. Pour vous, c'est suspect, hein? Oui, c'est suspect, cela. Qui est suspect alors? Qui est suspect? Parce que quand on dit un fait est suspect, ça veut dire qu'il y a des personnes autour qui font que le fait soit suspect. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on spécule sur une situation qui me semble d'être d'une banalité toute donnée. En fait, en ce qui concerne le contexte, ou le contexte temporel, le contexte spatial et tout cela, il est clair que en ce moment, le chef de l'État est hors du pays. Et il est clair qu'en ce moment, c'est arrivé que Dokoling soit en liberté. Je ne vois véritablement aucun raccordement avec le contexte politique lié aux élections et à toute autre chose. Et ça profiterait à qui? Qui manipule quoi pour que ça profite à qui? Qu'on arrête Dokoling ou qu'on le laisse en liberté, ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le SDF, ça ne Mais vous savez que derrière Dokoling, il y a quand même aussi le ministre de la Justice, Amadou Ali, que... nous avons parlé tout à l'heure d'un cooptage. Je crois que c'est la même chose. Hein. Je crois que ce monsieur est en train de traquer, d'après les dires, hein, un certain nombre de personnalités. Qui sont même encore en fonction. Hein. Qui sont même en fonction. Alors vous n'allez pas nous dire que ces personnes vont rester les bras croisés sans toutefois chercher des méthodes ou des moyens
pour le faire taire ou alors On pour sait qu'au Cameroun, on est capable de tout. Pour ce, je veux dire, pour... Est-ce que c'est pas une M. cabale? Amadou Ali n'est pas engagé dans une compétition C'est bien ce que je politique dis. en ce moment, au point où il puisse vouloir se servir de ses affaires qui le réveillent par-ci et par-là pour pouvoir en Peut-être qu'il ne tirer s'agit pas de quelques lui. ficelles ou quelques bénéfices que ce soit. Vous voulez que je vous est-ce cite ce c'est nom pas pour lui, qu'on puisse voir si ça s'agit de ces noms-là? Non, ce seraient des commentaires, Non, non, Thierry. Nous n'avons pas les preuves que cette personne-là... Professeur Aboya Ndomalazé, pour revenir un peu à cette affaire, parce que M. De Collins, d'après ce que les journaux en disent, aurait donné au président quelques informations complémentaires pour bien montrer qu'il n'a rien à voir dans toute cette cabale-là et que l'argent, certainement, a dû être utilisé à des bonnes fins. Et le président bien l'aurait rassuré. Comment est-ce que vous analysez tout cela? On va voir le président pour se justifier, et puis le président bien le rassure. Non, l'analyse est simple. Beaucoup de gens avant Do Collins ont été rassurés par le président de la République et beaucoup d'entre ces personnes, je ne suis pas sûr qu'elles sont encore en liberté. Donc je pense que ces assurances-là sont très compliquées. Il faut que Do Collins reste là où il est. Parce que s'il revient ici, là... On va le conseiller à M. De Collins de ne pas surtout revenir au Cameroun en ce moment. Oui, parce Mais que... il a été rassuré par le président. Oui, d'accord. Je vous dis qu'avant lui, beaucoup de personnes ont été rassurées. S'il est établi que l'argent a été décaissé sur la base d'un mémoire de dépenses, parce que généralement, quand vous décaissez l'argent de l'État, vous indiquez à quoi cet argent-là va servir. Et quand vous finissez de dépenser l'argent, les contrôleurs viennent se rassurer si ce que vous avez dépensé est conforme à votre mémoire de dépenses. C'est là où il y a souvent un problème. Oh, le problème avec Do Collins, avec son rapport, c'est que beaucoup de victimes ont démenti les informations publiées dans la presse comme émanant des enquêtes menées par le concerné. Et c'est là où il y a problème. Et c'est pour cela que les Camerounais sont en droit de s'interroger sur le fait que est-ce que cet argent a servi valablement à traquer les enquêteurs ou alors cet argent a constitué des prétextes pour aller dans les Hilton du monde entier, comme Mme Sogala indiquait tout à l'heure avec des précisions. Est-ce que cet argent-là a servi justement à fournir au président de la République des informations fiables? Or, si les démentis venaient à être avérés, il va de soi que nous sommes au cœur d'un détournement de fonds publics que les Camerounais sont en droit de demander pourquoi lui qui détourne pour arrêter les autres, lui n'est pas inquiété. Voilà le fond du problème. Je ne demande pas qu'on puisse l'arrêter, mais s'il a été rassuré, je crois qu'il faut avoir peur. Parce que le président de la République qui rassure quelqu'un qui est au centre de ces vastes soupçons. Si j'étais à sa place, je resterais là où je suis là. C'est le même conseil que vous donnerez, M. Sogo. Non, ce n'est pas du tout. Je crois que les rassurances, quand elles sont données par la tête de l'État à quelqu'un, je crois que le minimum, c'est... Non, je crois que le chef de l'État ici veut faire une scission et démontrer une fois de plus l'indépendance de la justice dans notre pays, en démontrant qu'il n'en sait absolument rien. Dans tous les cas, il vous dit, moi je fais ce que j'ai à faire. Maintenant, si la justice, dans les cas que vous avez cités précédemment, a suivi son cours, le chef d'État était loin de tout cela. Mais moi, la question que je me pose sans arrêt, c'est celle de la qualité de M. De Collins au moment où cette enquête, au moment où cette mission lui est confiée. Et on n'a pas dit aux Camerounais que nous sommes. Quelles sont les qualités exceptionnelles qui sont reconnues à M. De Collins pour qu'il soit dépositaire d'un cahier de charges de cette nature? Non, mais M. Amadou Ali avait bien précisé, ça c'est la question. Wikileaks nous a révélé qu'il appartient à une très ancienne famille qui est honorable. Donc c'est un argument c'est un argument important suffisant pour qu'on confie 1 milliard de nos francs pour traquer des personnes. Non, je crois que dans ce pays, je n'ai rien contre M. De Collins, que je connais par ailleurs pas du tout. Je fais confiance également à ceux qui lui ont donné cette mission, mais il est quand même un devoir d'information aux Camerounais que nous sommes sur les qualités exceptionnelles de cet homme à qui une mission spéciale a été confiée, celle de voir où est-ce que la fortune publique, parce que je sais que des États entiers
ont buté à ce besoin de recherche d'informations sur la fortune publique, sur les détournements, les paradis fiscaux qu'il y a par-ci et par-là. C'est donc ça la question fondamentale. Mais pour en sortir, moi, le professeur Aboya Manassé a donné un conseil à M. De Collins. Et moi, je voudrais prendre votre avis là-dessus. Il dit, le président Biya a rassuré beaucoup de gens qui sont en prison. Il a reçu certaines personnes, il a rassuré, d'autres sont même allés à l'étranger parce qu'ils avaient des soins et tout. Ils ont été fait des check-up, ils ont été aidés. Et ils ont été embastillés. Donc, il demande à M. De Collins de ne surtout pas remettre les pieds au Cameroun. Alors, est-ce que c'est, pour terminer, est-ce que c'est le même conseil que vous donnerez, Mme Soga? Moi, non, le professeur Manassé le dit avec beaucoup d'humour dans la voix. Moi, je dis ceci. Vraiment, on peut pas prôner dans ce pays l'indépendance de la justice et exiger maintenant que le chef de l'État dise à ceux qui sont, je dis, par devers elle aujourd'hui, ce qu'ils pensent du sort qui leur sera réservé. Lorsque vous donnez du travail à une personnalité, quelle que soit sa qualité, vous donnez un travail, moyennant quoi il a droit à une rétribution. Pour avoir cette rétribution, je suppose, hein, je veux dire, ce n'est que de la spéculation, c'est encore des commentaires. Vous attendez quand même un résultat, d'accord, le fruit de ce travail. Et je pense que l'employeur, dans ce cas-là, c'est l'État du Cameroun, c'est le chef de l'État. Donc, il va vers l'employeur, donner des résultats ou donner des renseignements, je ne sais pas ce qu'il est allé le faire, s'il est allé le faire. Parce que vraiment, il y a beaucoup de commentaires. La presse dit tout et n'importe quoi. Pardonnez. Hein. Alors, oui, non, vous vraiment. Vous ne pas du tout gêné, hein. Je n'ai pas de problème avec ça. Donc, alors, s'il est allé voir le chef de l'État pour rendre compte de la mission qui lui avait été confiée ou de la suite de la mission, c'est une chose. Est-ce que le chef de l'État a l'obligation pour cela d'appeler le ministre en charge de la justice aujourd'hui ou, je ne sais pas, le juge en charge de l'affaire pour l'interroger de la suite à donner à cette affaire? Moi, je ne pense pas. Je pense que s'il a des assurances, parce que vous parlez de rassurance, non, s'il a des assurances à donner à la personne qu'il a en face de lui, ce n'est que par rapport au contenu qui lui est reversé. Il ne peut pas se porter garant de la qualité du travail. Moi, j'ai une autre préoccupation. Oui, rapidement, oui. Une autre préoccupation. Qu'est-ce qui a été demandé à ce monsieur de fournir? Le cahier de charge, c'est quoi? Est-ce qu'il avait l'obligation du résultat? Quelle qualité de renseignement lui a été exigée? Tout ça, là, ça rentre en ligne de compte. Sinon, on va dire tout et n'importe quoi. D'accord. Alors, il y a sur camtou.com, il y a Aaron qui dit je partage le point de vue de Jeanne, je crois. Hein. Ce genre d'enquête la coûte très cher. Cela doit être fait dans le monde. Si ça doit être fait dans le monde, la facture peut grimper très vite. Il y a un autre monsieur qui dit qu'il y a quelques années, on avait confié le même travail à l'avocat français Jacques Vergès, qui aurait reçu mandat et des fonds pour traquer dans le monde entier aussi les comptes bancaires de supposés détourneurs de fonds publics camerounais. Il n'y a pas eu de résultat probant. Pourquoi est-ce que lui, on ne lui a pas demandé le compte? De toute façon, il est trop tard. Hein. Monsieur Vergès est décédé, il est enterré. Donc même s'il fallait lui demander les comptes, c'est un peu difficile. Il y a un monsieur qui envoie un message sur Just TV qui dit que le cadre de l'ambassadeur US sur M. Doc Collins nous édifie sur le personnage. Il y est mentionné qu'il est un agent de renseignement français. Bon, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il le dit. Un autre qui dit le problème de détournement, c'est la France qui ne permettra pas au Cameroun de récupérer ces milliards pour ne pas aggraver sa situation financière et économique. Bon, ok. Rapidement, on va passer à un autre sujet rapidement, hein, pour faire plus court. Ce n'était pas le sujet central de ce soir. Passons au cas de Mme Aminatou Ahidjo. Alors, à ce sujet-là, j'ai eu d'ailleurs beaucoup d'informations contradictoires. L'hebdomadaire L'Œil du Sahel, qui est généralement très informé, dans son édition de lundi, cette semaine, a donc bien publié qu'il y a des tractations qui sont en cours, que Mme Aminatou Ahidjo, fille cadette du président Ahidjo, se trouve au Cameroun, est prise en charge par le cabinet civil de la présidence et qu'elle serait en train de négocier une sorte de ralliement au RDPC. Cela fait quand même
plusieurs décennies que l'on attend le retour de la dépouille du premier président, du moins au moins sa famille. Hein. On sait que Mme Germaine Aïdjo, la veuve, estime qu'elle ne peut rentrer au Cameroun qu'avec la dépouille de son mari et que tous les honneurs lui soient rendus en tant que premier président de la République du Cameroun. Pour l'instant, elle se trouve au Sénégal avec une bonne partie de sa famille. Vous avez appris cette nouvelle, mon révérend, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, monsieur Thierry, je pense que une gloire de tant d'années ne doit pas être effacée en un jour. Il serait plus que commode que la dépouille de notre tout premier président de la République regagne le bercail avec tous les honneurs que cela mérite. Et comme nous l'avons vu par le passé avec d'autres cas, si cela a été fait, par exemple, avec des joueurs de football, le cas de Marc-Vivien Foué, nous avons vu avec quel honneur la dépouille a gagné le pays et comment il a été enterré. Nous ne voyons pas pourquoi le corps de M. Amadou Aïdjo, notre tout premier président de cette République, ne nous reviendrait pas avec les mêmes honneurs. Il appartient cependant au président de la République, au gouvernement camerounais, de tout faire pour que cela se passe dans de très bonnes conditions. Nous savons généralement ce qui se passe quand il y a ce genre d'opération, les implications des membres de la famille. C'est chacun qui va essayer de tirer le pain de son côté pour tirer le plus gros morceau. Et nous pensons que seuls les pouvoirs publics, comme cela s'est déjà passé avec d'autres, peuvent bien faire, peuvent tout faire pour que le corps de notre premier président puisse rentrer. Donc vous demandez qu'il y ait des obsèques officielles qui soient organisées. Solennelles, organisées. Alors, mais pendant ce temps-là, on parle quand même d'un retour de la fille cadette qui, elle, serait déjà en train de vouloir rejoindre le RDPC selon cette publication-là, L'œil du Sahel. On attend d'ailleurs peut-être que Mme Aïdjo Aminatou puisse faire une déclaration dans les tout prochains jours pour clarifier cela. Oui, pour moi, de ma part, je crois que le temps s'agit. Hein. Le temps s'agit parce que, comme nous parlions de Dor Collins tout à l'heure, dans cette histoire d'Amadou Aïdjo et l'État du Cameroun, on a entendu beaucoup de choses. Et au fur et à mesure, le temps passe, les gens deviennent de plus en plus éclairés. Pour ma part, j'ai suivi une fois le président de la République dire, en ce qui concerne cette histoire de dépouille, que c'est une affaire qui ne concerne que la famille. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'ai sorti de ce qu'il a dit, c'est que sûrement, il n'y avait pas une sorte d'unité tout autour. Ou alors, d'après eux, il fallait que le président décide que ce soit fait. Mais le président ne pouvait pas aussi décider sans l'avis d'une famille unie, soudée. Et je crois que pour ma part, c'est ce que moi j'ai compris. Pourquoi? Parce que nous savons comment est-ce qu'il a vécu ses fins, ces derniers jours. Nous savons tous comment est-ce qu'il a vécu ces derniers jours et jusqu'à son décès. Et puis, concernant sa fille, je crois qu'elle est une Camerounaise, comme tout le monde. Elle est majeure en plus, elle est libre d'adhérer au parti de son choix, sans demander l'avis de quelqu'un. Encore moins de sa mère. Ni de sa mère, voilà. Elle a 40 ans. Voilà, elle a 40 ans, elle est libre d'aller de même que son grand frère qui a décidé d'aller dans un autre parti et qui est, je crois, ambassadeur itinérant. Donc, voilà, il est ambassadeur itinérant, mais il est de l'UNDP, député de l'UNDP. Député de l'UNDP, donc... J'ai rien dit. Ambassadeur itinérant. Voilà. Non, moi j'ai rien dit. Hein. Je précise juste, hein. C'est vous qui... Tout le monde est libre. Un ambassadeur qui a été footballeur. Donc, tout le monde... qu'il soit de l'UNDP ne change. Bon, tout le monde, je vais terminer. Tout le monde est libre d'adhérer au parti de son choix, hein, selon sa vision, selon encore que
nous sommes à l'heure du positionnement. Chacun, peut-être après ce pouvoir, aimerait peut-être avoir une position particulière. Mais je vais dire qu'il faut qu'on commence à enseigner aux Camerounais le pardon. Le pardon. Parce que je crois qu'il y en a qui pensent que il faut toujours garder des rancunes, diviser des gens. Je l'ai vu ici une fois quand le président de la République a rencontré le chairman du SDF. Les gens en ont tellement parlé, les gens ont dit tellement de choses. Apprenons à pardonner, quel que soit ce qui arrive. Donc c'est un conseil que vous donnez au président Biya. C'est un conseil que donne au président Biya et même à toute la famille, à Idio et même à tous les Camerounais. Ne pensons pas qu'avec la division, nous pouvons bâtir un pays. D'accord, alors, oui. Alors, moi, je voudrais intervenir sur 3 points. Le retour de la dépouille. Bon, je rappelle quand même que le président Amadou Ahidjo était musulman. Selon les principes religieux de la religion musulmane, on ne rapatrie pas un corps. Les conditions dans lesquelles les gens sont enterrés sans cercueil font que, comment dire ça, la dégradation corporelle et... Il y a le symbole, hein, madame. Attendez, laissez-moi finir. Allez-y, ouais. Maintenant, si vous voulez, en lieu et place de musulmans croyants et pratiquants, décider du rapatriement du corps, je veux bien. J'ai longuement cherché depuis ce matin une seule déclaration de Germaine Ahidjo exigeant le retour du corps de son mari. Je n'en ai pas trouvé. Ah bon? Je n'en ai pas trouvé. C'est encore des Ouidia. Bon. Mais si elle a dit, c'est à elle de décider avec les imams qui sont dans le territoire de compétence de cette opération de déterrement de ce corps. Bon, ça c'est la première chose que vous avez relevée. La deuxième chose, c'est que l'œil du Sahel, comme chacun le sait, est proche de Marafa. Marafa est en prison. Et pour tous les observateurs de la vie politique au Cameroun, il est clair que aujourd'hui la famille Ahidjo est poussée au devant de la scène pour prendre la place pour occuper le vide d'un Marafa en prison qui n'a plus qui a les mains liées, disons-le comme ça. Moi, je ne sais pas quel crédit accorder aux déclarations de l'œil du Sahel. Je ne veux pas dire qu'ils ont menti, mais ils ont vraiment un sacré toupet de publier des informations avec une telle précision. Parce qu'il n'y a aucun mot n'est dit de façon conditionnelle. C'est vraiment sûr, c'est précis, c'est concis. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est que Aminatou Ahidjo a 40 ans. Bien. Elle revient, on ne sait même pas pourquoi elle est revenue, mais on revient, on sait déjà qui lui paye son hôtel. Évidemment, puisque nous sommes là quand on le paye, il n'y a pas de souci. On sait donc qui lui paye l'hôtel. On sait que bientôt elle va faire une déclaration, mais elle n'a rien dit jusque-là. Elle n'a fait aucune déclaration. On ne l'a même pas vue apparaître en public. Personne n'a dit qu'elle a fait une déclaration. J'ai dit... Thierry, laissez-moi finir. Je vous accuse de rien. Si vous finissez et il y a beaucoup de contre-vérités, il faut que je vous recadre. Personne n'a dit sur ce plateau qu'elle a fait une déclaration. J'ai dit peut-être qu'elle fera quelque chose. Non, j'ai bien compris ce que vous avez dit. Vous avez répété les propos de l'œil du Sahel que tout le monde a lu et qui annonçait une déclaration. D'accord. On parle de ralliement. Moi, je ne sais pas dans quelle partie elle était pour rallier le RDPC, mais pour ma part, je crois savoir qu'elle ne milite dans aucun autre parti politique pour le moment. Et si elle devait adhérer, parce que s'il s'agit d'adhésion et non pas de ralliement, si elle devait adhérer au RDPC, je pense qu'elle devra en faire la déclaration. Mais, comme l'a dit monsieur tout à l'heure, cela signifierait qu'un certain nombre de symboles s'écroulerait. Parce que Aminatou Ahidjo n'est pas simplement la fille du chef de l'État, elle représente quand même un certain nombre de valeurs aujourd'hui. Et les Camerounais sont en droit de se poser la question de savoir si ces valeurs ont un sens pour les gens de cette famille-là. Bien, j'ai entendu tout à l'heure Thierry dire avec un grand sourire que le frère aîné, l'aîné des fils, l'aîné des enfants, était ambassadeur itinérant. Bon. Il est de l'UNDP, qui est supposé être un parti de la majorité, tout en étant de l'opposition lors des échéances électorales. Et
bon, il est ambassadeur itinérant, on aurait pu le nommer aussi DGA de, je sais pas moi, je dis une bêtise. Donc vous voulez dire par là qu'en fait, si son frère, lui, s'est rallié... Non, pour le moment, il n'est pas rallié à l'UNDP. Il n'y a pas de raison que sa sœur ne fasse pas la même chose. Il est à l'UNDP. Maintenant, Oui. elle peut choisir une autre voie, peut-être plus directe, pour peut-être négocier de façon plus efficace. Parce que moi, je vais reprendre quelque chose qui est propre aux gens du Sahel. Ils disent que si tu as une amie qui partage un butin, tu es sûr d'avoir ta part. Tu peux dormir tranquille, tu auras ta part. Mais si c'est ton ennemi qui partage le butin, tu es sûr que tu n'en auras rien. Vous voulez Donc, dire quoi? partir de cela, Oui. il est possible qu'elle ait décidé de se rapprocher de ce pouvoir pour négocier Et au avoir moins sa part, c'est ça? les intérêts de sa famille. Parce que le retour de la dépouille que tout le monde semble exiger et dont tout le monde parle peut être conditionné. Derrière le retour de la dépouille, il y a une chose que Mme Aïdjo revendique. Et ça, je l'ai au moins lu. Phil Bahia qui c'est- dit, Madame Soga, Madame Aminata permettez. représente quelle valeur? Celui qui représente les valeurs et aux oubliettes, il s'agit pour lui de Monsieur Oumniobé. Non, mais ça, c'est une polémique, c'est une polémique du oui, mais président à laquelle je je suis ne veux pas obligé de rentrer. lire Alors, les- je dis les simplement messages qui arrivent, que Jeanne. ce qui est important, outre le retour de la dépouille pour la famille Aïdjo, c'est la restitution des biens. Et ça, c'est une revendication que j'amène Aïdjo à et que vous pouvez retrouver sur tous les sites où elle s'est exprimée. D'accord, alors, Monsieur Donc, Somo. Monsieur Somo, les avant- deux vont de pair. Monsieur Somo. Non, non, je voulais dire très rapidement que, en réalité, si ça avait été, si Aminatou n'avait pas été la fille de l'ancien chef d'État camerounais, en réalité, ça aurait été ce qu'on pourrait appeler un épiphénomène, c'est-à-dire qu'un fait anodin. Mais dès lors qu'elle est quand même la fille de l'ancien chef de l'État, c'est normal qu'on s'intéresse à ces différents mouvements, qu'on épie sa trajectoire politique, les décisions importantes qu'elle est en train de prendre, notamment en essayant, comme on dit, d'adhérer au RDPC. Bien, mais en tout état de cause, la problématique autour du retour de la dépouille d'Amadou Aïdjo ne peut pas être engagée sans se situer dans le contexte historique et tenir compte des événements tels qu'ils se sont réalisés à un certain temps et les décisions qui en ce moment ont été prises. En réalité, nous sommes tous d'accord ici qu'il y a un moment où le corps d'Amadou Aïdjo était véritablement, j'allais dire, un poison. C'était un poison pour la société camerounaise si d'aventure il avait été décidé de rapatrier. Ça aurait créé, au plan de la stabilité politique, ça aurait amené énormément de soucis au niveau politique. Parce qu'en fait, Aïdjo était plus dangereux encore dans cette situation, mort que vivant. C'est-à-dire que s'il était revenu dans des conditions du putsch d'avril 1984, que les gens se seront tués même par le bâton. Mais en revenant mort, c'est-à-dire par sa dépouille, personne aujourd'hui au Cameroun ne peut être garant de ce qui se serait passé. En même temps, donc, on se situe dans une logique, on tenterait de dédouaner l'actuel chef de l'État sur les positions qui étaient les siennes en ce qui concerne le retour d'Amadou Aïdjo, la dépouille d'Amadou Aïdjo, parce qu'en réalité, cette dépouille, ce retour ne peut pas s'effectuer sans qu'il y ait un accord préalable du chef de l'État au regard de tous les enjeux que ce retour représente. Bon, maintenant il se trouve que sa fille ou sa famille puis le faire, je suis d'accord avec vraiment, alors très d'accord avec Mme Soga qui dit qu'il faut tenir compte de l'appartenance musulmane de l'homme Aïdjo, mais je voudrais tout simplement reconnaître que la symbolique consiste pas à déterrer un corps dans sa totalité, peut-être à organiser quelque chose qui ressemblerait à un rapatriement de corps et qui serait un prétexte pour, comme le pasteur a dit tout à l'heure, comme le docteur a dit tout à l'heure, pour la réconciliation des camps qui se sont créés depuis avril 1984 et qui se consolident chaque jour avec les affaires Marafat, dans tous les cas qui opposent la partie grand nord du pays avec d'autres tenants. Donc, je crois que le retour de la dépouille d'Amadou Aïdjo pourrait constituer le centre d'une véritable réconciliation de toutes les composantes ethnologiques, tribales de notre pays. Je vais lire quelques messages qui sont arrivés. C'est Kankan, bon, je crois que c'est ça, un faux nom. Il est en République centrafricaine. Il dit Aminatou est bien sûr libre d'adhérer, mais elle fait un mauvais calcul car le RDPC n'a pas d'avenir. Et il pense aussi que le retour de la dépouille de M. Aïdjo
ne peut en rien affecter la paix sociale au Cameroun si elle revient. Zinga Angoula, qui est en Belgique, et il demande à Mme Soga de se référer à la longue interview accordée à M. Alain Foucault par Germain Aïdjo. Elle donne là deux éléments préalables pour que tout rentre dans l'ordre. Un acte politique fort du président Biya, la restitution des passeports à la famille Aïdjo. C'est vrai que moi j'étais à Dakar, hein, j'étais chez Mme Aïdjo il y a bientôt 1 an, et effectivement, l'une de ses filles m'expliquait qu'ils n'ont pas de passeport. Hein, la famille, Mme Aïdjo, certains des enfants, hein, dont la dame en question, qui est docteur, leur ont été retirés. les passeports ont été périmés à l'époque, ils sont sortis du Cameroun, et je pense qu'elle m'expliquait qu'ils n'avaient plus eu accès à un renouvellement des passeports, y compris les enfants qui sont nés bien après. Hein, qui s'inspirent tous du Cameroun, qui regardent tous les matchs des Lions indomptables et autres, mais qui ne sont jamais revenus au Cameroun et qui n'ont pas de passeport camerounais. Donc je crois qu'ils fonctionnent avec des passeports sénégalais, quelque chose comme ça. Mouktarou qui dit le pardon doit commencer par le président Biya. Il dit qu'il regardait une émission où l'épouse de M. Aïdjo a affirmé qu'elle est prête à rentrer avec le corps, mais que le président Biya ne veut pas donner son accord. Excusez-moi, je vais lire d'autres messages qui arrivent en même temps. Voilà. Alors, c'est Acha. Non, Acha lui parle de M. Do Collins. Là, on est passé là-dessus. Il y a un autre message qui arrive qui dit que Mme Aminatou a 47 ans. Elle est née en 1966. Elle n'a pas 40 ans. Christophe estime qu'il faut dire à Mme Soga que l'œil du Sahel est un journal qui donne toujours de très très bonnes informations et qui est crédible. Il y a un autre monsieur qui ne donne pas son nom qui dit que c'est honteux pour notre gouvernement d'avoir le corps du premier président décédé qui est hors du pays. Il faudrait donc que ce corps-là revienne. Alors, professeur Manassé Aboyen, donc justement là-dessus, sur le retour de Mme Baminatou Aïdjo tel que le décrit l'œil du Sahel, et bien sûr son éventuel ralliement au RDPC. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon coup politique pour le président Biya? Déjà, fondamentalement, le nom d'Aïdjo, qui a été donné à beaucoup de Camerounais, est porteur. Ça veut dire que le nom d'Aïdjo, même s'il est associé à l'UPC, c'est qu'il y a un mélange contre nature, parce qu'on ne peut pas associer les bourreaux et les victimes. Mais si jamais même il était associé à l'UPC, il était toujours porteur. Pour dire quoi? Pour dire que en réalité, Aminatou Aïdjo, dont l'âge a été rectifié, et ce qui est exact, parce qu'elle a fait le lycée avec la plupart des gens de notre génération, elle ne peut pas avoir 40 ans, elle doit avoir plus de 40 ans, donc les 47 ans qu'on indique sont plus vraisemblables. Aminatou Aïdjo est né dans l'UC. L'UC qui s'est métamorphosé en UNC entre-temps et est devenu RDPC. Je crois que c'est son parti naturel. Si jamais elle venait au RDPC, je crois que elle va découvrir que le parti où elle est née, à l'UC, a grandi et est devenu... On va dire l'UC RDPC. Voilà. On va dire que... Elle retrouve le parti que son père a créé. Donc, elle poursuit le vrai héritage de son père, parce que dans cette famille, elle est politiquement plus engagée que ses autres sœurs. Elle aime la politique. Elle fait d'ailleurs la communication politique. Et je crois que si l'information venait à être vérifiée, ce serait naturellement un gros coup pour le RDPC qui a réussi à montrer à Aminatou Aïdjo que ça c'est le reste des œuvres voilà de le vrai héritage. Voilà le vrai héritage de ton père. Maintenant on peut venir nous battre pour que vous puissiez effectivement ramener toute la famille et négocier le rapatriement. Moi je pense que ça contribue à la décrispation. On va dire que c'est la démocratie apaisée. Davantage... Mon révérend est en train de rire. Davantage la démocratie apaisée. La décrispation politique. On ne peut pas reprocher à Aminatou de venir aux côtés de Biya quand son grand frère a monté la voie. Parce que son grand frère qui a monté la voie, il est venu, il est ambassadeur itinérant. Oui, parce que surtout, alors, il monte la voie, il est de l'UNDP,
on va dire, oui, opposition, mais proche du pouvoir. Sauf quand il y a les élections, ils sont de l'opposition, après ils vont se ranger. Mais il y a toujours un grand écart. Il y a le lien avec le parti au pouvoir, avec la présidence, n'est jamais coupé, puisqu'il est ambassadeur itinérant à la présidence de la République. Mais absolument. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas être naïf. L'office de Mbombo Njua est l'office d'un sultan, donc il n'est pas un être banal. L'office du Lamido de Rebouba est l'office du Lamido de Rebouba. La fille d'Aïdjo est la fille d'Aïdjo. On ne peut pas... oui, et on ne peut pas banaliser l'acte politique posé par l'office d'un ex-président quand on sait justement son influence dans la grande région du nord de l'époque, qui est une construction politique parfaite et extrêmement décisive qui a imposé l'axe nord-sud dans le déploiement de la politique camerounaise. Donc moi je pense que aujourd'hui, UNDP, RDPC, vous savez vraiment que c'est des frères politiques. C'est de vrais frères politiques. Oui, c'est la même chose. La preuve, l'homme le moins agressif vis-à-vis de Paul Biya, c'est le patron de l'UNDP. Je ne sais pas comment il s'appelle, mais c'est l'homme le moins agressif à la contre de... Non, comment il s'appelle? Alors, ce que vous voulez dire, si on revient Manasseh Aboya-Ndong, on peut dire que, on pourrait même demander tout simplement à M. Badi Kaïdjo lui aussi de rentrer tranquillement au RDPC, c'est beaucoup mieux. C'est là où il y a les vrais... Hein? Oui, je crois, Thierry, il n'y a pas de parti, un parti particulier qui a une vision particulière pour l'ancien président Amadou Ahidjo. C'est-à-dire que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, le RDPC n'a pas de vision. Je ne sais pas sur quoi il se base pour le dire. Encore que nous savons qu'il n'y a aucun parti qui a un avenir. On a parlé d'avenir, oui. Je ne sais pas quel autre parti on peut dire, de par les faits sur le terrain, qu'il a un avenir et que quelqu'un pourrait y adhérer et se sentir confortable. Vous avez fait un SNC de Mme Soga, parce que Mme Soga est la conseillère de M. Thieroma. J'ai omis de le rappeler, mais voilà. Heureusement un internaute me l'a rappelé tout à l'heure. Nous voulons le croire. Nous voulons le croire maintenant. C'est faux, Mme Soga? Non, c'est pas faux. Voilà, nous voulons le croire maintenant, mais nous savions que nous savions la position de M. Thieroma avant, quand il venait sur ces mêmes plateaux déclarer des choses contre le... Oublier ça, c'est passé. On ne peut pas oublier. C'est des faits, c'est têtu. C'est vous-même les journalistes qui le dites. Donc je veux dire que je crois que compte tenu de ce que elle pourrait être déçue, de ce qu'il n'y a personne qui parlerait encore au nom de son père. Quand on parle de l'UNDP, je n'ai jamais vu l'UPC, par exemple, parler de Oumyobé. Hein. M. Bello ne revendique pas l'héritage. Voilà, il n'y a personne qui revendique l'héritage d'Ahidjo. Si elle, et que tout le monde entre dans ce parti au pouvoir pour sortir avec quelque chose, si elle aussi, elle décide de s'y mettre, peut-être avec la fin de règne, sortir avec quelque chose, chacun a sa lignée politique, hein. Peut-être en sortant de là, elle peut se démarquer. Bon, est-ce que ce n'est pas aussi une question d'argent? Parce qu'il ne faut pas se cacher la vérité. Hein. Pourquoi elle peut se poser cette question? Pourquoi Badi Kaïdjo, lui, elle serait en train de profiter depuis des années, et puis moi, je suis à Dakar, en exil, alors que l'héritage, tout le monde peut venir en toucher un bout. Hein? C'est aussi une bonne logique, non, Madame Soga? C'est un peu trivial? Non, d'abord, non, je pense qu'il ne faut pas rabaisser non plus le débat à ce niveau-là. Elle rentre dans son pays, c'est normal. On se plaignait que ses frères et sa mère, ou ses sœurs et sa mère, n'ont pas de passeport. Elle vient négocier un retour. Je veux dire, laissons-lui la possibilité de le faire, en lieu et place d'un frère qui est rentré avant elle et qui, pour des raisons familiales que tout le monde peut deviner, ne s'est pas senti obligé de se préoccuper de la veuve de son père. Moi, je dis, vraiment, on va commencer à lui faire des procès en sorcellerie. Personne n'a jamais dit que tant que Biya est au pouvoir, la famille Ahidjo doit rester dehors. Il faut qu'à un moment donné, les choses se fassent de telle sorte que le climat autour de cette affaire-là se détende. Le professeur Manasseh l'a dit tout à l'heure, ça contribue à la décrispation. Il faut plutôt encourager cela et non pas juger les gens. Vous voulez qu'elle aille où? Dans quel parti? À l'UPC qui est divisé? Ou bien dans le parti des fourmis? Moi, je ne comprends pas. Elle a choisi... Parti, Madame Soga. Pourquoi? Mais elle a
choisi d'aller et de se rapprocher. Par ailleurs, madame, Et je vais vous dire une chose, si elle était venue au FSNC, je ne suis pas sûre qu'elle aurait eu exactement les mêmes résultats. Je suis même sûre qu'elle ne les aurait pas eus. C'est un choix politique stratégique que moi je pense être justifié. D'où vient le fait qu'on commence à nous tirer dessus, franchement? Qu'elle ait 40 ans, 50 ans ou 67 ans, ça ne change rien. Elle est rentrée, elle est peut-être en train de négocier avec le parti au pouvoir, ce qu'elle veut négocier, et qui, je pense, va lui donner la possibilité peut-être d'obtenir des résultats qu'il n'arrive pas à obtenir depuis plus de 30 ans. Où est le problème? Je crois que le professeur Aboya a vraiment démontré à profusion, n'est-ce pas, les raisons qui, à mon sens, les raisons suffisantes qui pouvaient pousser Aminatou à n'adhérer qu'au RDPC. Du point de vue de la stratégie politique, du point de vue des calculs, à tout point de vue, il n'y a que le RDPC qui puisse lui offrir la possibilité de réclamer valablement et dans les conditions qu'il faut l'héritage de son père. Vous ne pouvez pas aller adhérer avec le respect que j'ai pour l'UPC par exemple, vous ne pouvez pas aller adhérer à l'UPC fondamentalement opposé au RDPC et réclamer l'héritage qui se trouve ailleurs. C'est-à-dire que vous n'entrez pas dans la maison d'en face pour réclamer un héritage qui est dans... Elle est rentrée dans la maison fondamentale qui est celle de son père et là-dedans, elle pourra plus facilement jouer. Elle pourra prendre la tête de ce parti pour dire un jour, c'est le parti que mon père a créé, j'en réclame l'héritage aujourd'hui, je veux en devenir... Alors, justement, dans l'œil du Sahel, les gens estiment qu'elle ne va jouer aucun rôle parce qu'elle ne pourra jouer aucun rôle parce qu'en fait, elle n'a pas de... Elle n'est pas connue sur le terrain, donc même son ralliement n'aura pas d'envergure. Nous sommes à la fin d'un règne. Hein. Je crois que... Oh non, c'est trop gros ce que vous dites. Oui, non, à la fin d'un règne, comment C'est pas encore sûr. Moi, je pense que le président Biya est candidat en 2018. Qu'est-ce que vous appelez la fin d'un règne? Le positionnement, le positionnement prend du temps. On ne peut pas se... C'est pas le jour du marché qu'on va nourrir sa poule. On prend quand même du temps. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est réel. je connais une personne qui risque d'être candidat en 2018. Monsieur Thierry, Comment vous définissez un règne? Monsieur Thierry, On peut définir un règne. Attendez, 15 ans, 15 ans, 20 ans, 20 ans, 30 ans. S'il vous plaît. permettez s'il vous plaît. Attendez 2018 pour avoir des surprises. Oui, mais 2018, c'est pas loin. Alors, C'est vous qui estimez que c'est pas loin. mon révérend, Moi, je pense qu'il ne faut c'est seulement pas... dans 5 ans, 2018. Je pense... Seulement, vous dites. Moi, je les vois très loin, 5 ans. S'il vous plaît, moi, je pense qu'il ne faudrait pas confondre la politique et l'histoire. Quand nous sommes en train d'évoquer le problème du corps de notre tout premier président, je pense que quelle que soit l'appartenance politique de toute la famille haïtienne, il serait normal pour le simple fait historique que le corps de notre tout premier président revienne au pays. Qui sait ce qui sera réservé? Ce qui est même déjà réservé, parce que c'est Dieu seul qui détient l'histoire de l'homme. Qui sait ce qui est réservé à notre président actuel? Est-ce qu'il faudrait que la famille d'Aïdjo appartienne au RDPC, à l'UPC, pour que les fêtes soient reconstituées? Et tout à l'heure, quelqu'un a évoqué autour de cette table le fait selon lequel il semblerait que les complications proviendraient de Madame Germaine ou bien de la... Bon, si c'est le cas, alors on pourrait donner raison à l'histoire. Mais si c'est simplement parce que il faudrait à tout prix que la famille d'Aïdjo appartienne à un certain parti politique pour que son corps non revienne, je pense que à mon sens, je ne vois pas d'apport. Je ne vois pas de rapport entre l'appartenance politique de la famille haïtienne et le retour de son corps ici. Nous savons que c'est notre président. Quel que soit... Non, le corps doit... Alors, il y a Marie qui est sur camtou.com qui dit qu'elle pense que le président Biya ne fera pas revenir la dépouille de M. Aïdjo tant qu'il sera président. Ce rapatriement se fera peut-être avec la prochaine classe de gouvernants. Manasseh Aboya, donc pour sortir là-dessus, tout à l'heure j'ai posé une question. Certains d'entre vous ont botté en touche en riant.
c'est aussi bien, financièrement, c'est bon, un ralliement, non? C'est quand vous rentrez comme ça, ça s'accompagne aussi de postes, il y a beaucoup de choses qu'on peut glaner. Fondamentalement, cette dame est diplômée en communication politique et il va de soi que elle ne peut pas revenir pour croiser les bras et attendre vivre de son militantisme politique aux côtés du RDPC. Et il va de soi également qu'elle peut, pour l'instant, proposer des services à la présidence de la République. Et l'histoire, dans les prochains jours, nous dira si j'ai raison ou non. Je crois que je donne des indications un peu évasives là, qui vont nous permettre d'être fixés au plus tard la semaine prochaine pour savoir effectivement si Aminatou est revenu pour croiser les bras et rester dans son hôtel sans rien faire. Il me semble que ça ne va pas être ça. Je n'en dirai pas plus. Maintenant, je crois que pour revenir à sa posture, à moins d'être leader d'un parti politique, de retour d'exil, c'est difficile de quitter cette position-là pour venir s'opposer au président de la République. Je crois qu'une fille qui reviendrait d'exil, venir s'opposer à un pouvoir en place sans ressources, sans capacité de résistance, je crois que c'est suicidaire. C'est-à-dire c'est venir perdre son temps, c'est venir entrer dans la gueule du loup. Donc, sur le plan minimal, il faut être quand même un peu réfléchi pour comprendre que de sa posture qui a été précédée l'année dernière par une réception à la présidence de la République, des discussions allant dans le sens de doter sa famille, du moins une partie de sa famille, des passeports camerounais, indiquait quand même son désir de revenir s'installer dans son pays. Beaucoup l'ont dit ici. C'est des Camerounais, c'est nos frères. Et ils n'ont jamais eu de problème avec le pouvoir en place. C'est leur père qui a été condamné. Moi, je pense que les enfants n'ont rien à voir dans cette histoire. Ils ont le droit de revenir dans leur pays quand ils veulent. Et il ne me semble pas qu'on leur a refusé des passeports. Il me semble que le côté radical proviendrait de leur mère. C'est tout à fait normal. Elle a géré le pouvoir. Elle ne peut que se sentir à l'étroit si jamais elle revenait ici comme ça, sans préalable, sans mesure d'accompagnement. Donc là, les enfants n'ont rien à y voir. Les enfants sont des innocents. C'est des Camerounais qui sont majeurs, qui peuvent assumer des positions, qui peuvent nouer des contacts qu'ils veulent, qui ont un carnet d'adresse qui va au-delà du Cameroun, et qui est considéré d'autres chefs d'État qui étaient amis à leur père. Moi, je pense que c'est ce qu'on appelle en sciences politiques un capital politique latent, qu'il s'agit tout simplement d'exploiter pour faire sa trajectoire. Et si on est fils d'ancien président, on n'a pas la fièvre politique, c'est qu'on n'a rien compris, c'est qu'on doit simplement plier les bagages et rentrer à Garoua. Alors, passons au dernier sujet qui concerne les églises réveillées. Vous savez très bien que depuis quelques semaines, certaines autorités administratives camerounaises ont pris sur elles d'interdire les églises dites de réveil. Les motifs sont généralement simples, hein. Absence d'autorisation, enfin d'existence légale, activité contraire aux bonnes mœurs, trouble à l'ordre public. De manière globale, comment est-ce que vous avez apprécié cette nouvelle, révérend Tamak? Si vous commencez par moi. Bon, non, il n'y a pas de problème. Je vous retire la parole. Docteur Bumbu, comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Vous voulez que je vous retire la parole aussi? Je peux faire le ping-pong, il n'y a pas de problème. Hein? Bon, non, moi, je n'ai pas peur de parler. S'il Ok, faut que d'accord. je parle, je vais dire ce que je Merci. pense. Voilà, pour nous, c'est une bonne nouvelle d'une part, hein, parce qu'il y avait déjà un peu d'exagération, un peu de désordre, un peu de tout. Hein. Il y en avait déjà dans ces églises. On les appelle dites réveillées. Je ne sais pas d'où vient même cette appellation d'église réveillée. Et puis, de l'autre côté également, je reprocherais au gouvernement de toujours être surpris, comme dans tous les autres secteurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'abord des bruits pour que les gens commencent à voir ce qu'il faut faire.
Et puis, là, j'ai entendu un préfet d'une zone dire que c'est l'heure de la répression. Je ne sais pas si, avant qu'on arrive à la répression, il y a d'abord eu au préalable un moment d'information, un travail avec ces personnes pour qu'on en arrive là. Bref, je suis partagé. C'est une bonne nouvelle parce qu'il faut mettre de l'ordre. Mais de l'autre côté, il faut qu'on réfléchisse sur des méthodes. Parce que ce n'est pas des Tchadiens, ce n'est pas des Ghanéens, c'est des Camerounais. Ah ben, il y en a qui sont souvent étrangers aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, mais pour Il y a la... qui n'est pas loin d'ici, là, qui... plus étrangers. Non, pour la plupart, c'est des Camerounais. D'accord. Et j'aimerais également le dire d'emblée. Il faut que qu'on commence déjà à concevoir dans l'esprit, qu'on commence déjà à mettre dans l'esprit des Camerounais que, en dehors de l'Église catholique, de l'Église protestante, de l'islam, il faut aussi faire avec eux. Avec les églises de réveil, c'est qu'on appelle les églises de Pentecôte, là? Pentecôtistes. Parce que, comme je disais, c'est des Camerounais. Maintenant, il faut déjà qu'on commence à les accepter. On n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Bon, alors, Donc, maintenant, on va revenir à ça dans une minute. Hein. Déjà, moi, quelqu'un peut me dresser un peu l'origine de cette histoire de Pentecôte, là, parce que, bon, moi, je ne sais pas trop bien. Église de réveil, pourquoi est-ce qu'on dit de réveil? Est-ce que les gens dormaient d'abord? Professeur Manassé. Non, je dois dire que, je réponds à la question, hein. Je dois dire que l'autorité administrative est dans son droit de mettre fin à une pratique qui peut être préjudiciable à la République. À tout moment. Donc, je pense que les autorités administratives ont reculé. Et, moi, j'étais à IDEA il y a quelques jours. Le préfet a interdit aux enfants de moins de 10 ans de vendre en route. C'est normal. Quand on connaît les drames qui arrivent aux enfants de 6 ans qui vendent en route, vous jetez les enfants en pâture à des adultes sans foi ni loi. Je crois que mais il faut que les préfets suivent cet exemple-là pour interdire le travail des enfants. 3 ans, 4 ans, les enfants sont en route, ils vendent les colas, ils vendent les allumettes, ce n'est pas normal. D'autres vendent les condoms, à 4 ans, ils vendent les condoms. Mais ça en sérieux. Un père de famille qui envoie un enfant de 4 ans vendre les condoms en route, mais je crois que il faut que l'autorité administrative puisse jouer son rôle. Maintenant, les églises du réveil sont en réalité l'assemblée des églises qui se réclament pentecôtistes et qui se réclament du retour à la religion, parce que le grand réveil, tel qu'on l'a connu aux États-Unis, indiquait le retour à la religion, c'est-à-dire que le retour à la spiritualité par voie religieuse qui manquait à certains peuples. Donc, nous sommes au 3e réveil, et le 3e réveil donc, a correspondu avec des faits nouveaux, notamment la mondialisation et puis l'extrême médiatisation des comportements. Ça a donné naissance à ces églises du réveil donc, qui sont nées dans les maisons et qui n'ont pas besoin d'écoles de théologie et qui obéissent à 4 principes, comme il indique, la conversion, la biblicité, le militantisme et le crucifixianisme, c'est-à-dire que le rapport à la croix de Christ. Donc ces 4 aspects-là fondent justement ces églises de réveil qui disent que la conversion par le Saint-Esprit, c'est la vraie conversion par rapport à toutes ces conversions par voie de baptême, qui est une manière inconsciente pratiquée par les églises traditionnelles, qui sont les églises protestantes traditionnelles, en plus des églises réformées. Donc, les églises de réveil sont nées après les églises réformées et se disent protestantes, mais s'en détachent à partir de ces pratiques spécifiques, notamment la conversion. Et elles font notamment référence à ce Saint-Esprit, l'esprit de Pentecôte qui a fait naître le Saint-Esprit vis-à-vis des convertis et qui se disent des confessants, voire des professants par rapport aux églises traditionnelles qui sont beaucoup plus timorées et ne peuvent pas exprimer leur foi. Alors moi, ce que je vous propose, avant qu'on puisse continuer, c'est de regarder ce reportage de Junior Caparan, qui est allé à la rencontre du sous-préfet, je crois que c'est l'arrondissement de Douala 1er ici, qui revient un peu sur les conditions déjà d'autorisation pour
ouvrir les églises pentecôtistes, et bien sûr, aux conditions de fermeture, je crois. Alors, on regarde le reportage. Dans l'administration camerounaise, c'est presque toujours par une mise au point qu'on aborde la question. Il n'y a pas de chasse aux sorcières dans le milieu religieux chrétien. Vous êtes libre de créer votre association religieuse, comme toutes les autres associations d'ailleurs, mais à condition de respecter la réglementation. Selon cette même administration, c'est plus de 400 associations religieuses qui sont sorties de terre comme des champions entre 2009 et 2013. Elles foulent aux pieds la réglementation en vigueur. 47 associations religieuses sont autorisées au Cameroun. La moitié l'a été entre 1990 et 2009. Depuis ce temps, aucune autre église n'a été autorisée. No new religious association has been authorized. Mais si la croyance est libre au Cameroun, l'activité de création d'associations religieuses, elle, est soumise à une autorisation signée du seul chef de l'État. Et comme dans toute organisation qui souhaite officiellement signaler sa naissance, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation réceptionne, épluche, enquête et donne mention favorable ou non au dossier avant de le passer au président de la République. Il y a un certain nombre d'étapes qu'il faut donc, comment dirais-je, qu'il faut remplir avant donc que le MINAC transmette le dossier à la présidence de la République avec son avis. Au nom de la tolérance administrative, la pagaille s'est installée et elle dure déjà depuis quelques années. Après le milieu chrétien, il faudra penser à celui musulman. Les récents événements de Bonabéry ont montré que là aussi, il n'y a aucun contrôle. Tu es là, mon chat. Alors, vous avez suivi le reportage. Hein? On parle d'une pagaille qui s'est installée. On a les dernières autorisations datent de 2009, mais depuis là, hein, c'est 2009, il faut bien que je me renseigne pour juste une minute, hein, que je regarde bien. Les églises la Sainte Métropole gréco-orthodoxe du Cameroun, 2009. 2009. 2009. L'église de réveil, c'est 98. Non. Attendez, il y a ici la Sainte Église Métropole gréco-orthodoxe du Cameroun. C'est pas une église réveillée, madame. Non. La dernière autorisation. De la dernière autorisation. Là, c'est la liste des accordée, bien sûr, autorisée à fonctionner. La dernière autorisation donnée à une association religieuse, c'était en 2009. C'est ce qu'il a dit. Oui. Bon, alors maintenant, vous parlez des églises réveillées. La dernière, c'est 98. Alors, depuis ce temps-là... Des églises pentecôtistes. Pentecôtistes. Il y en a plus de... C'est l'église pentecôtiste chrétienne du Cameroun. De plus de 400 qui ont été créées. C'est quand même extraordinaire. Je veux vous demander, M. Somo, vous qui êtes sociologue, comment on peut expliquer qu'il y ait une telle recrudescence des églises réveillées au Cameroun? On parle de plus de 400, c'est quand même beaucoup. C'est tout à fait logique. Ça semble être une représentation de l'état pathologique de la société camerounaise dans toutes ses composantes. Et je crois que les églises réveillées, je crois qu'il faut commencer par là, les églises réveillées, c'est différent des églises de réveil. Il faut qu'on s'entende très bien. Donc, hein, les églises de réveil, c'est des églises qui vont vers des gens qui dorment, comme le professeur a dit tout à l'heure, des gens qui dorment, on va les réveiller. C'est ça les églises de réveil. Alors que les églises réveillées, c'est que les églises elles-mêmes dormaient et à un moment donné, elles se réveillent. Je crois que c'est comme ça qu'il faut essayer de faire cette distinction. Alors, dans le cadre des églises réveillées, il faudra y mettre l'église catholique, l'église protestante, qui en réalité, depuis quelque temps, en raison de l'existence de ces églises de réveil, a dû revoir ses méthodes de prédication et tout autre pour s'arrimer à une stratégie, n'est-ce pas, pour s'arrimer en quelque sorte à l'ensemble des méthodes de réveil des personnes. Et pour revenir à votre question, je crois que l'avènement, ou si vous voulez, l'arrivée de ces nouvelles et nombreuses églises est liée fortement à la crise sociale généralisée, n'est-ce pas, dans laquelle la société s'est incrustée. En fait, face à une crise politique, face à une crise économique, face à une crise dans toutes ces dimensions, dans la recherche des solutions au quotidien, n'est-ce pas, des personnes, eh bien, on recherche des solutions.
Alors, je crois qu'il y a une faille qui s'est créée. Une faille s'est créée dans la mesure où les églises dites traditionnelles, notamment l'église catholique et l'église protestante, on met de côté l'église musulmane qui en réalité semble être restée suffisamment stable. Donc ces églises se sont assises sur leur laurier parce qu'elles étaient pratiquement les seules et ne se sont pas beaucoup préoccupées d'apporter des réponses immédiates, claires et précises, comme on dit, aux problèmes que les uns et les autres se posaient. Face donc à cette faille qui s'est créée, donc les églises de réveil sont venues donc apporter rapidement des solutions précises, claires et tout de suite à ces différents problèmes. À travers d'abord une prêche, n'est-ce pas, qui est très disante, et à travers des miracles qui se réalisent au vu et au su de tout le monde. Vous allez regarder donc certaines télévisions que je vais m'empêcher de citer ici. À longueur de journée, on présente des miracles qui se créent et chacun semble ici retrouver en réalité la solution à son propre problème. Et vous allez voir qu'il y a une forme de désertion des églises traditionnelles vers les églises réveillées parce qu'ici, on voudrait apporter, on croit trouver la solution à là où l'église traditionnelle vous promet un éventuel paradis. La problématique reste, est-ce que les miracles qui sont ainsi créés sont vrais ou alors c'est un jeu? Dans tous les cas, du point de vue de la stratégie, les églises réveillées ont démontré leur efficacité. Et voilà, sur le plan marketing, je crois que c'est une réussite qui est totale. Alors, ça, c'est une des justifications possibles. Merci, M. Thierry. Pour répondre à votre question, je crois qu'il serait important de revenir sur l'histoire de l'Église. Églisiquement parlant, il n'y a pas de différence entre église de réveil, église et église réveillée. Parce que dans l'histoire de l'Église, tout part des découvertes des progrès scientifiques et techniques au XVIIIe siècle. Avec les découvertes de Copernic, de Galilée, et quelque temps après de Newton, au sujet de la gravitation de la Terre. Jusqu'ici, la religion a été théocentrique, c'est-à-dire que l'on a pensé que tout vient de Dieu. Tout ce qui se passait dans le monde était l'émanation de Dieu. Mais après cette découverte, la religion a semblé devenir anthropocentrique, puisque déjà Galilée et Copernic ont montré qu'il était possible d'interpréter autrement les phénomènes avant. Et c'est après le mouvement déiste en Europe, notamment, et en Amérique, que nous avons assisté pour la toute première fois à la création des missions. Nous avons à Prague, en ce temps-là, au début du XVIIIe siècle, la toute première création d'une église de mission qu'on a appelée les frères moraves, qui ont fui les persécutions catholiques pour se retrouver autour d'une grande personnalité en Allemagne. Après cela, nous avons eu le mouvement piétiste. Comme disait tout à l'heure le professeur Aboya, le mouvement piétiste a pensé que l'Église, jusque-là, s'était uniquement cantonnée à la prédication de la parole et qu'elle ne touchait pas du doigt les véritables problèmes. Et c'est pourquoi on a assisté notamment à la création des orphelinats à Londres jusqu'au niveau des Amériques. Et maintenant, on se rend donc compte qu'avec ce mouvement piétisme, l'Église était sortie du ghetto. On ne s'adonne plus seulement à la prédication de la parole, simplement parce qu'on s'est dit que le discours de la simple prédication est déjà dépassé. Jésus-Christ est mort pour vous, on a entendu. Les Américains sont venus par exemple chez nous, on s'est déjà entendu. Mais maintenant, il faut passer à des actes.
Par la résurrection. Pour passer aux actes, pour le message de Christ qui doit toucher les âmes de Dieu. C'est-à-dire que Christ est venu pour sauver l'humanité. Il faut passer par les actes. D'où la création des orphelinats, des léproseries. Il y a en Amérique, il y a eu la création, ce que nous conviendrons d'appeler aujourd'hui, les ONG, on appelle les organisations non gouvernementales, qui s'étaient occupées uniquement des alcooliques et des mères célibataires. Ce que les églises institutionnalisées, comme on parlait tout à l'heure, déjà installées, l'église catholique, l'église protestante, ne faisaient pas déjà. Donc, le véritable problème qui fait créer les églises de réveil, c'est le souci de créer le supra-humain. C'est bien ou c'est pas bon? C'est bien, c'est bien. Bon, là, je voudrais simplement dire que l'idée est bonne. L'idée est bonne. Mais maintenant, quand on essaie de rentrer dans la réalité, c'est là où, malheureusement, on se rend compte que l'histoire ne semble plus donner raison. Tout simplement parce qu'il y a eu un détournement de cette idée qui a été retenue depuis le premier jour, à savoir que l'Église se concentre réellement aux préoccupations de l'homme. Alors, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ça, c'est un fait de l'histoire. Là, il parle de l'histoire de l'Église. Hein. Je crois que si nous prenons ce chemin-là, ça ne va pas aller à l'essentiel de ce que je crois, moi, j'ai à dire. Je vais dire tout simplement que tout part de la parole de Dieu. Une église sans parole de Dieu n'est pas une église. L'église ne se repose pas sur des histoires. L'église se repose sur ce que Dieu dit dans sa parole. Pourquoi? Parce que la référence du chrétien, c'est la Bible. Alors, lorsque nous voyons le mot pentecôtiste, le pentecôtisme est une fête d'abord. Vous comprenez? Lorsque vous lisez dans Actes, le chapitre 2, la Bible nous dit que les hommes venaient de partout et se sont réunis quelque part. C'était une fête périodique, annuelle. Et Dieu a profité de ce jour où tout le monde était pour envoyer le Saint-Esprit. D'où donc vient l'appellation pentecôtiste ou pentecôtisme. Le pentecôtisme, en principe, n'est pas une religion, c'est un mouvement du Saint-Esprit. Cela voudrait dire qu'il ne faut pas qu'on dise que quelqu'un est pentecôtiste tout simplement parce qu'il appartient à une église réveillée. À partir du moment où vous êtes catholique, protestant, témoin de Jéhovah, je ne sais pas moi, et que vous avez la grâce de recevoir le baptême du Saint-Esprit, parce qu'il y en a, c'est ce baptême du Saint-Esprit qui conduit au parler en langue. Parce que je crois que vous avez entendu ce mot-là, parler en langue. Alors si vous êtes baptisé au Saint-Esprit, nécessairement vous parlez en langue. Et le catholique peut l'avoir, le presbytérien peut l'avoir, ou alors toute personne qui vit une relation intime avec Dieu, n'appartenant même à aucune religion, mais qui vit une relation intime avec Dieu peut recevoir. D'où donc le mot pentecôtiste. Je veux croire que, à cause donc de cette idée, on a pu donner une autorisation, mais le véritable pentecôtiste est celui qui a reçu le Saint-Esprit, quelle que soit sa religion. Donc maintenant, ce mouvement donc est allé de progrès en progrès. Parce que lorsque ce n'est pas un phénomène camerounais, vous comprenez? Allez au Brésil, nous voyageons nous tous. Allez au Brésil, vous allez voir comment il est répandu. Allez aux États-Unis, allez au Nigeria d'à côté, ici il n'y a même rien. Là-bas c'est des foules, ça draine des foules. Allez au Ghana. Donc je veux croire que le Cameroun n'avait pas encore conçu qu'il pourrait être surpris de cette façon. Vous comprenez? Bon, les faits que l'autorité reproche à ces églises, je crois que j'ai lu dans Cameroun Tribune, on reproche 3 faits. J'ai lu un préfet de la place toujours le dire. Premièrement, les nuisances sonores. Deuxièmement, le fait de non-existence légale, juridique. Et troisièmement, le fait de mettre des problèmes dans des foyers. Ah oui, ça c'est un vrai problème. Il y a un 4e problème. Lequel? Le proxénétisme. Oui.
Oui, ça dit, en fait, c'est ce que j'ai lu, hein, le sous-préfet. Et puis c'est ce que vous voyez, le sous-préfet le disait tout à l'heure. Bon, maintenant, en tout cas, moi je vais laisser les autres parler aussi. Bon, maintenant, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut déjà que nous mettons dans l'esprit des Camerounais que le pentecôtisme existe. Et tant que les Camerounais y sont, on doit faire avec. Bon. Vous comprenez? Jean Soga. Oui, vraiment, pardonnez, je crois en Dieu, que je prie tous les jours, et il n'y a aucun souci là-dessus. Mais franchement, si le pentecôtisme devait s'exprimer du 1er janvier au 31 décembre avec moult sonorités, en hurlant, je pense que même Dieu se fâcherait et se détournerait complètement de nous. Parce qu'il n'est pas besoin de hurler sur lui, il n'a pas besoin qu'on crie sur lui pour qu'il nous entende. Vous pleurez parce que c'est incroyable. Moi, j'ai vu des pleureurs. Écoutez, moi, j'habite à côté d'une église qu'on a fermée récemment. C'est ingérable. Vous ne savez même pas où vous mettre pour dormir. C'est ingérable. Alors, les nuisances, elles ne sont pas seulement nocturnes, elles sont aussi diurnes, parce que dès le matin, c'est-à-dire ils ne sont même pas encore couchés, que le matin, ils ont recommencé. Ça, c'est un. Les drames familiaux, les conséquences sont énormes. Des familles ont éclaté. Des enfants sont allés à la dérive à cause de l'influence de la Pentecôte. Bon. Vraiment, des églises réveillées. Des églises de réveil. Bon, les pentecôtistes. Des églises de réveil. Il ne faut pas que je blasphème, hein, je m'excuse, hein, parce que moi, je ne suis pas un initié. Des jeunes filles ont été détournées. Il y a des gens qui se disent pasteurs. Je ne sais pas dans quelle école de théologie ils ont été. Franchement, parce que tel que vous les entendez déclamer la parole de Dieu, vous posez la question de savoir s'ils ont lu la Bible, comme vous le disiez, le Cameroun Tribune, et ils ont retenu quelques mots. Parce qu'il y a des gens qui ont une mémoire phénoménale, qui simplement, parce qu'ils sont passés devant une affiche, vous retiennent 15 phrases, retenues en 30 secondes. Ça peut paraître extraordinaire, c'est même ça le miracle de Dieu, mais ce miracle-là est transformé en fait de nuisance, parce que ça détourne psychologiquement les individus. Et donc, pour ces faits-là, moi, je n'ai aucune complaisance. Franchement, s'il fallait donner mieux que cette loi pour que soit interdit ces temples faits dans des chambrettes, je serais d'avis que les Camerounais commencent à marcher donc pour une fois à cette fin-là. Je ne voudrais même pas attendre que, je ne sais pas quel sous-préfet qui a en fait autorité pour fermer ces églises le fasse. Je voudrais que les gens se lèvent. Est-ce que vous êtes passé par Ndokoti? Il y a une histoire là-bas à Ndokoti où il y a 2000 personnes tous les soirs. Vous êtes passé par là? Mais c'est ingérable. Faut pas, vous ne vous entendez pas. Il y a des miracles là-bas tous les jours. Moi, je ne comprends pas. Dieu ne s'exprime que dans cet endroit-là. Quel genre de miracle y a-t-il? Parce que ça, il faudrait peut-être... Mais ça, madame, pour ajouter, s'il te plaît, au chapelet que madame vient dégrainer, pas le chapelet avec la croix, c'est-à-dire que la liste des doléances, il faut dire que ces églises sont à l'origine des morts. Ça, c'est justement pourquoi les gens ne veulent pas le dire. Vous savez combien de personnes aujourd'hui ont renoncé à aller dans une institution hospitalière? J'y arrive. Vous n'avez pas terminé? Non, Thierry, vous avez donné 3 minutes. Les autres ont parlé. Vous voulez parler de l'église de réveil? Non, nous ne sommes pas dans une église de réveil. Je veux dire que les drames familiaux, ce n'est pas simplement les familles éclatées. C'est aussi des gens qui renoncent au traitement. Je vais vous dire, vous savez combien de malades malades du sida ont renoncé à la trithérapie parce que leur pasteur a dit je vais prier sur toi. Vous savez combien de malades n'ont pas accepté la transfusion sanguine alors qu'ils sont drépanocytaires et que leur vie dépend de cela? Est-ce que vous pouvez vous imaginer du nombre de choses qui se passent dans ces églises? Zinga Angoula qui dit, avant professeur Manasseh Aboyadon, Zinga Angoula qui dit, et j'aime bien ce verset qu'il allait choisir, dans le Nouveau Testament, Jésus leur a répondu, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Matthieu 24, versets 4 à 5, c'est ça, hein? Oui. Bon, voilà, c'est Aboyadon. La même Bible dit que le moment venu, Dieu reconnaîtra les siens. Donc, il ne faut pas attendre le moment venu, hein, parce que je crois que les pentecôtistes vous répondront comme ça. Je ne dis pas. Je ne suis pas d'accord avec cette réponse. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que il y a des églises pentecôtistes qui sont crédibles. Il y a des assemblées de Dieu qui sont organisées de manière à
encadrer la société, à structurer la société de manière à élever les fidèles dans la foi, dans la croyance et dans le respect des valeurs. Mais il y a des bandits qui se sont incrustés dans ce mouvement pentecôtiste par les failles qu'offre leur organisation. Parce que les églises pentecôtistes ont une profusion des pasteurs indépendants qui n'ont ni patron ni rien. Il est maître de sa doctrine et manipule la parole de Dieu pour estorquer les fidèles, parce qu'il n'y a pas de pentecôtisme là depuis un bon bout de temps sans contrôle sur les fidèles. Si vous êtes 2000, il doit vous contrôler, vous tous. Donc il contrôle votre cœur pour contrôler votre esprit. Et votre argent. Mais une fois qu'il a le contrôle du cœur, il contrôle tout. Attendez, ce que je vous dis là est très grave. Et c'est pour cela que les pouvoirs publics doivent faire attention. Dans un pays où les gens sont analphabètes, sont naïfs, sont incrédules, Manipulable. laissez les Camerounais à la merci de ces bandits repris de justice qui disent qu'ils sont pentecôtistes. C'est faux, il y a des bons pentecôtistes, mais il y a 90% de bandits qui essaiment partout. Ils viennent du Bénin, ils viennent du Nigeria. Il y a un Ivoirien qui a escroqué ici la vallée Bessengue. Il a disparu avec près de 12 millions. Il vendait une bouteille d'eau Tanguy à 5 000 francs. Cette bouteille-là devait produire des miracles. Je vous dis que c'est une église de miracles. Quel miracle? Des miracles faits par des mises en scène. Il n'y a aucun miracle qui s'effectue là. Et il faut dire ça aux Camerounais. Ils se cachent derrière la Bible qu'ils interprètent de manière littérale, alors que la Bible est compliquée à comprendre. Eux, ils ne font pas l'école. Ils disent parce qu'ils ont eu la conversion du Saint-Esprit. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont vu le Saint-Esprit-là. Ils disent qu'ils peuvent faire tout avec la Bible. C'est faux. Cette Bible-là, ils ne la comprennent même pas. Et il faut dire ça aux Camerounais. Il faut inciter les préfets, les sous-préfets à interdire ces églises-là parce que c'est les dangers pires que les bars. C'est-à-dire que je suis pour qu'on interdise aussi les bars, parce qu'il y a des mauvais bars là. Absolument. Les bars et les églises, les préfets et les sous-préfets, il faut sévir parce que les Camerounais sont perdus, ils sont dépouillés. Moi j'ai un cousin, il faut prendre un exemple. J'ai un cousin, il était dans ce qu'on appelle le combat spirituel. Alors il me voit, il me dit que Manassé, dans un mois, ma Mercedes 500 va arriver. Il dit comment ça? Il dit que mon pasteur m'a dit de visualiser la Mercedes et que la Mercedes va de vendre tout ce que j'ai et la Mercedes va arriver. Il a vendu sa maison. La voiture est arrivée? La voiture n'est jamais arrivée, mais elle est comme un fou à route. Hein? Mais je vous dis que c'est grave. Si vous dénombrez les drames causés par les faux pasteurs là qui se disent pentecôtistes, il faut que les Camerounais soient informés qu'ils quittent là rapidement. Thierry, oui, j'ai un premier souci, hein. J'ai un premier souci, c'est le souci, j'ai un premier souci, c'est le souci d'un enseignant, de la parole de Dieu, vous comprenez? C'est-à-dire que je voudrais être assez équilibré pour montrer plus le côté positif de l'Église et l'importance de l'Église dans une nation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre en paix dans une nation sans Église. Bon, maintenant, lorsque nous regardons le contexte camerounais, pratiquement, le Cameroun n'a que l'Église qu'il mérite. C'est-à-dire que regardez, que ce soit dans la politique, que ce soit dans la santé, que ce soit dans l'éducation, dans tous les domaines, le Cameroun n'a que l'Église qu'il mérite. Maintenant, pourquoi? Parce que tout surprend au Cameroun. Ce que vous êtes en train de dire, c'est des faits de personnes, c'est des faits d'individus, ce n'est pas les faits de l'Église. L'Église en elle-même n'est pas ce qu'on dit là. C'est des individus qui gèrent soit des églises, qui s'infiltrent soit à l'Église, qui commettent de tels actes, et c'est l'Église qui est indexée. Vous comprenez? Maintenant, regardez, on a ouvert le champ. On a ouvert le champ, la loi de 90 a ouvert le champ pour des libertés d'association et autres. Un Camerounais n'a pas le droit de dire à un Camerounais ce que tu fais est mauvais. Par exemple, il va lui dire qu'il est chez lui et il fait ce qu'il veut parce que la loi le lui exige. Vous comprenez? Le lui permet. Le lui permet. Faites pas de... Merci. Le lui permet. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Si réellement, moi,
en tant que... il y a le révérend Tamala. Moi, en tant que révérend, je vais dire à l'autre que ce que tu fais là n'est pas bon. Il va me dire que de quel droit, par exemple. Donc, c'est le rôle de l'État, c'est à l'État de venir. Voilà. Donc, c'est maintenant. Voilà. C'est maintenant, donc. Laissez donc l'État faire son travail. Écoutez donc, c'est pour ça que je veux dire que une église, par exemple, que vous fermez, je vais terminer par là. Vous avez dit à Ndokoti, par exemple, moi je ne connais pas, une église de 2000 et quelque chose de personnes. Vous fermez une église, vous allez créer 200. Fermez une église de 1000 personnes, vous créez 200 chapelles. Pourquoi? Parce que le leader, s'il est intelligent, il va dire aux gens de se réunir dans les maisons. Vous allez aussi fermer les maisons. Donc, le gros problème maintenant, c'est la méthode à utiliser, pas pour fermer, mais pour réguler. On va revenir dans une minute. Je prends donne la parole déjà. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des noms un peu suspects là? Parce que c'est vrai qu'on a interdit certaines églises, mais je vois des noms qui sont quand même... Quand vous entendez des églises du genre... Mission sanctuaire du royaume des cieux, église évangélique des rachetés du Christ. Est-ce qu'il y a des noms, quand vous les voyez, vous devez vous dire que c'est un peu suspect? Parce que l'église du tabernacle, de la foi... Ces noms ne sont pas le fruit du hasard. En fait, j'ai évoqué le fait que ces églises sont nées de la recherche des solutions aux problèmes que les gens ont dans la société. En fait, ils sont assez savants, ces gens-là. Au moment où ils créent une église, en fait, ils essaient de regrouper dans un vocable un ensemble de problèmes qui peut être... C'est-à-dire racheter. Les racheter. C'est-à-dire, le vocable racheter inspire ici l'idée qu'il y a des gens qui ont fait beaucoup de mal et qui ne peuvent venir que là. Il y a des églises qui donnent l'idée d'abondance. L'idée d'abondance. Tout ça, c'est choisi à dessein. C'est du marketing religieux, en fait. Dites-moi. Ils ne vont pas au hasard comme ça. Ils vous diront, j'ai reçu une inspiration. Non, en fait, d'inspiration, il s'agit d'un groupe d'amis qui se réunit et cherche l'appellation qui soit la plus attrayante possible et en termes de gens. Je veux dire qu'ici, sur cette table, nous sommes avec deux révérends. Il ne faut pas qu'ils soient hypocrites et qu'ils rentrent véritablement dans leur chapelle. Moi, je voudrais que sur cette table, qu'ils ne soient pas en train de défendre la position de l'État et qu'ils disent que là, en fait, nous-mêmes dans les églises, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se font, alors que même sont appartenant à des églises de réveil. Ça, c'est quelque chose qu'il faut... moi, je m'attends à ce genre de débat. Hein. C'est-à-dire qu'ils nous disent, sinon, c'est vous qui avez fait votre casting pas correctement. J'attendais sur ce plateau que les pasteurs qui nous sont là, qui nous prouvent que la ligne dans laquelle ils sont dans leurs propres églises sont bonnes et que, bon, voilà pourquoi les autres, c'est pas bien. Mais jusque-là, je ne comprends rien. Vous avouez souhaitez que chacun vienne se dévoiler. Que se dévoile là. Oui, allez-y, on verra. Je disais tout à l'heure que le concept, même la notion de l'église de réveil n'est pas une mauvaise chose en soi. Vous appartenez à une église réveillée ou non? Non, je ne sais pas ce que... Je suis presbytérien. Donc, ça m'a dit c'est une église réveillée. Permettez que je dise. Parce que même l'église catholique romaine, même l'église presbytérienne camerounaise, à un certain moment, peut devenir une église de réveil. C'est-à-dire quand on prend conscience d'une certaine situation qui mérite d'être... C'est un peu comme parler de la réforme. C'est de cela. Je vous ai dit que ce sont les églises de réveil dans l'histoire de l'Église qui nous ont donné les tout premiers missionnaires dans ce monde. J'ai cité les frères Mourave. J'ai cité l'Église, dans l'histoire de l'Église, j'ai cité l'Église méthodiste avec John Wesley. N'est-ce pas? C'était des églises de réveil. Des gens qui étaient partis soit de l'Église catholique romaine, soit de l'église anglicane. La différence s'est faite au moment où les gens ont pris conscience qu'ils pouvaient gagner de l'argent. Non. J'ai parlé tout à l'heure. Il y a eu la montée de ces méga-churches avec des symboles comme Billy Graham qui a transmis le flambeau à son fils. Et qui passe à la télé. Voilà, donc maintenant, ce que nous butons contre... la télé-religion. Nous butons contre un problème à deux niveaux. Il y a d'abord un problème de vocation. Et là, il y a les familles et les églises, même celles
qui peuvent être appelées des églises organisées, des églises, des anciennes églises comme l'église catholique romaine, l'église presbytérienne, l'église évangélique, etc., etc. Et moi, je suis par exemple de l'église presbytérienne camerounaise. Comment envoie-t-on un pasteur en formation? C'est la famille. Donc, ma famille me présente à mon conseil paroissial. Mon conseil paroissial me présente au consistoire. Et c'est le consistoire qui me recommande soit à l'Institut théologique, soit à la faculté de théologie. Et il peut arriver, parce que c'est pas seulement, on ne va pas aller à un institut, à une faculté pour chercher de la foi. Mais déjà, il faut avoir cette foi, il faut être convaincu que l'on est soi-même comme pasteur chrétien avant d'aller à une école de formation théologique. Si déjà il arrive que ma famille me reconnaît comme bandit et qu'elle va me décharger auprès de l'Église pour dire que c'est l'Église qui doit m'évangéliser. Alors là, il y a problème. Maintenant aussi, dans notre pays, c'est le président de la République qui autorise la création des églises. Jusqu'au moment où nous parlons, nous assistons à un secret de polichinelle. Quels sont les critères? Quels sont les critères retenus pour que le président de la République permette à quelqu'un de créer son église? C'est lui seul qui sait. Comment ça? La loi dit quoi? Effectivement, c'est lui seul qui sait. Vous voulez dire que les gens viennent du président? Je vais dire quelque chose. Moi, je sais par exemple... Je tire vos conclusions. Thierry, non, Thierry, pour que je termine. Oui. L'église presbytérienne camerounaise à laquelle j'appartiens est indépendante en 1957. Mais nous avons été autorisés à fonctionner par décret numéro 55/ATF/2 du 14 juillet 1967. 1963. Non, 1964, c'est à 1963. Non, l'église presbytérienne camerounaise. Oui, église presbytérienne camerounaise. EPC, non? Oui. Hein, 63. Tout est bon sauf 63. Regardez également l'église catholique romaine, madame. Alors, j'ai une mission catholique romaine, décision 1962, 20 février 1962. Voilà. Ce que je veux dire, vraiment, ça dit que je vais dire à mon voisin que je prends la posture d'un enseignant. Vous comprenez? Et je dis encore, mon souci n'est pas de défendre l'Église. Je vais dire la vérité tant qu'il faudra. Je ne voudrais pas qu'on assimile les faits des gens, des individus à l'Église, qui est le corps de Christ. Nous tous, nous adorons Dieu, nous aimons Dieu, nous voulons nous attacher à Dieu. Je vais dire que le véritable problème de l'Église, particulièrement au Cameroun, c'est qu'il y a des gens libres qu'on ne peut pas contrôler et qui, de par leur formation ou pas, peuvent influencer positivement ou négativement les citoyens. C'est-à-dire que je veux croire également que dans ces églises, il y a des personnes qui manquent une éducation de vie d'abord. De savoir que même si je suis pasteur et que je sois rempli du Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de perturber quelqu'un qui dort. C'est notre combat de tous les jours. Nous ne sommes pas, ou alors moi je ne serais pas d'accord pour quelqu'un qui veut, il a un programme ou une campagne, une conférence, il salit les édifices publics par des affiches. Je ne serais, ou alors qui met ses affiches, qui ne parle que de lui et qui ne parlerait réellement pas de celui qu'il a appelé. Le pasteur l'a dit tout à l'heure, qu'il y a une différence entre la profession, tout le monde cherche un travail maintenant, et la vocation. Voilà. Il y a beaucoup qui sont là par profession. Juste une minute, hein. Je veux qu'on s'interroge, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, on s'interroge du timing. Pourquoi on le fait maintenant, à quelques semaines des élections? On a allé sur le terrain, on a demandé, on a fait un reportage. Vous allez le voir, c'est un reportage de Marc Diofrac, je crois, qui est allé poser la question à quelques personnes qui en savent long sur la chose. On regarde le deuxième reportage. D'assainir. Dans le discours officiel, la croisade contre les églises dites de réveil illégales rentre dans le cadre exclusif de la lutte contre le désordre urbain. Pour certains observateurs,
Le contexte préélectoral actuel autorise d'autres grilles de lecture. Nous constatons que la plupart de ces églises recommandent plutôt à leurs fidèles de ne pas aller voter, par exemple, de ne pas participer à la question électorale, aux choses en rapport avec la politique. Ils disent défaut d'autorisation. Ça, c'est normal, c'est acceptable et c'est juste. Maintenant, quand on dit atteinte aux bonnes mœurs, trouble à l'ordre public, ça commence à me poser des questions. Si la volonté des autorités d'assainir cet univers est saluée, la méthode par fermeture systématique, de l'avis de certains, fait craindre un anti-pentecôtisme primaire injecté à dessein dans l'opinion. On fait croire aux populations que les problèmes du Cameroun viennent des églises réveillées. C'est faux. C'est très facile d'en faire des boucs émissaires. En cela, oui, ça peut être utile. C'est un peu électoraliste. Ils ont beaucoup de raisons pour avoir peur. Leur bilan est effrayant. Mais le monde est fatigué des solutions mondaines. De plus en plus tentés par l'activisme politique, les églises dites de réveil suscitent à la fois crainte et convoitise du fait de leur capacité de mobilisation et d'endoctrinement. Pour amener les gens à croire de nouveau, il faut que nos dirigeants craignent Dieu. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Certaines forces de pouvoir ont eu tendance à infiltrer ces églises pour les utiliser à des fins politiques. Ça, c'est clair, c'est avéré, j'en connais. Mais dans l'ensemble, les églises réveillées ne sont pas des forces d'opposition au régime en place. Face à ceux qui proposent le réveil politique des Camerounais par la religion, les analystes classiques émettent quelques réserves. Il y a une séparation entre le spirituel et le temporel. Donc Jésus ne se mêle pas des combats temporels. Et depuis, on assiste à la séparation entre les églises et l'État. Je crois que le temps de Saint-Augustin, le temps de Cicéron, tout ce temps-là a évolué. Paul a tranché ce débat. Débat tranché ou non, la croissance des églises de réveil pourrait s'avérer au fil des ans par son activisme ou par son recul comme un déterminant du champ politique camerounais. Bon, je repose la question. Pourquoi c'est maintenant que l'État décide d'interdire les églises? Moi, je vais répondre d'abord. Oui. Pourquoi pas maintenant et après? Moi, je vous repose la question. Pour être Camerounais, n'est-ce pas? Les Camerounais répondent à la question, pas à la question. Pourquoi? Pas le contraire. Non. Je crois que il ne faut pas que l'on soit toujours en train de penser d'imposer à l'autorité publique un calendrier d'action par rapport à une décision ou à une autre. Ça peut être pour des raisons politiques, mais ce qui est important, c'est la justesse du combat qui est mené. C'est trop bas de vouloir penser que toute chose... Parce qu'en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que ça devient? Lorsque le professeur Aboya emprunte une rue, aujourd'hui, on dit « Ah non, avant il passait ici, maintenant il commence à passer plutôt par ici parce qu'il a des calculs politiques. Il veut démontrer X, Y chose. » Dès qu'il y a un petit regroupement, on dit « Non, c'est parce qu'il y a ceci. » On ne doit pas rentrer dans un politisme politisant où toute activité humaine se résume à ne faire que de la politique. Les Camerounais ont un problème réel qui s'est toujours posé. Et ça dépend du moment où l'État, qui régule son calendrier dans ses actions, décide de prendre conscience d'une situation et de résoudre le problème. Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est très bien. Mais pourquoi maintenant qu'on pose ce genre de questions? Parce que je me pose la question. Thierry, je vais répondre. Vous répondez? Oui. Je vais répondre parce que l'Église n'a pas d'armes. Hein. Vraiment, l'Église n'a pas d'armes. Vous ne verrez jamais ces églises marcher pour revendiquer quoi que ce soit. Ça dit que le sous-préfet peut venir y fermer sans que quelqu'un ne s'oppose ou ne se soulève. Allez interdire aux mototaximens de le faire. Ils vont se regrouper et ça va faire une menace. L'Église ne bouscule personne. C'est pour ça que je dis, le gros problème, il ne faut pas qu'on lie les faits des individus à l'Église. Moi, je préférais, je suis même venu pour une suggestion. Sincèrement, c'est un phénomène qui ne peut pas partir. Quelles que soient les méthodes de répression que ces gens vont déployer, vous n'allez pas interdire à quelqu'un de prier chez lui avec sa famille ou ses voisins ou ses amis. Vous ne le ferez pas. Vous comprenez? Les nuisances vont se multiplier. Moi, je conseillerais à l'État, de même qu'à un moment, les médias ont commencé à faire beaucoup de bruit, l'État a compris qu'il fallait mettre quelque chose sur place. On a commis, comment on appelle, le conseil
Concernant la communication. La communication. Est-ce que vous pensez qu'on doit réguler comme ça quand même le monde de... Parce qu'on a habitué aux gens à le faire. Au-delà du décret, il faudra une coordination qui permettrait qu'on juge la qualité de message qui doit être prêché dans les églises. Une sorte de conseil national des églises réveillées. Peut-être quelque chose comme ça. C'est-à-dire que... Qui peut retirer la licence, qui peut vous mettre l'agrément et tout. Qui peut dire au sous-préfet, ici c'est la bonne. Est-ce que ça, c'est encore les affaires de Dieu, ça? Parce que ça, c'est... Effectivement, juste en matière pour la discipline. Oui. Ça vient... Parce que le sous-préfet, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il va fermer la bonne pensant que c'est la mauvaise. Et non, les critères sont suffisamment mauvais. Il y a la forme et le fond. Balancé à Boyandon. Oui. Moi, je crois qu'il ne faut pas que les responsables des églises réveillées croient qu'ils sont particulièrement des victimes. Le désordre existe même dans les églises réformées. Il y a l'EPC là, il y a beaucoup de bagarres. Hein? Oui. On bagarre tous les jours là-bas. L'EPC là, il y a beaucoup de bagarres. J'en viens pour dire que les sous-préfets doivent également aller voir ce qui se passe à l'EPC. Hein. C'est encore compliqué là-bas. Il faut qu'ils aillent aussi là-bas. Donc, l'EPC, je vous dis, il ne trahit pas des secrets. Je vous dis qu'il faut qu'ils aillent lorgner aussi ce qui se passe à l'EPC. C'est encore compliqué. C'est compliqué. À l'église évangélique, il y en a qui, on vous affecte, ils ne parlent pas, ils enrôlent les anciens d'église dans les bagarres, ils confisquent les temples. Donc, c'est le mauvais exemple. Donc, il faut généraliser la répression à toutes les églises qui ne sont plus les lieux d'accueil et de fraternité, mais qui sont devenus les repères des bandits. Parce que même à l'EPC, il y a des pasteurs qui sont des bandits, il y a des anciens repris de justice qui sont devenus pasteurs. Donc je dis qu'il faut élargir. Il ne faut pas seulement regarder les églises pentecôtistes parce qu'elles exagèrent. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que l'État réprime là parce que les églises ont atteint la cote d'alerte. Les plaintes sont nombreuses dans les préfectures, les sous-préfectures. Et les victimes, parce que justement, les victimes chez les pentecôtistes n'ont pas la force de pleurer. Hein? C'est-à-dire que quelqu'un est ruiné, il rentre au village, il n'a pas le temps de pleurer. Hein? Plein sont complètement désarçonnés. Il est fou. Un fou ne peut plus pleurer pour dire pourquoi il est devenu fou. Donc, je crois que c'est le nombre de victimes qu'il y a à route là qui est vraiment la cause. Donc, quand un sous-préfet voit que c'est son petit frère qui a été victime, qu'est-ce qu'il fait? Il vient fermer. C'est parce que les victimes ont atteint maintenant les familles des préfets. Bon, avant de donner la parole à Jeanne Soga, je vais rapidement lire quelques mails, par exemple, qui arrivent de Kamtou. Philippe, il dit « Aucun pays ne s'est développé avec la religion. C'est en travaillant que nous aurons de la croissance et non en faisant des veillées n'importe où. » Marcel Pius pense que ces pasteurs sont très dangereux pour la société. Savez-vous même que certains sont des milliardaires? Suivez mon regard. Moi, c'est pas je suis son regard. Qui est milliardaire? Vous n'êtes pas milliardaire, hein, monsieur? Non, mais attendez, laissez-moi lire. Ne répondez pas. Hein? Il a dit de suivre son regard. C'est pas vous. Bon, Christophe, il c'est vrai que tous ces soi-disant pasteurs font des miracles, ne connaissent-ils pas le chemin des hôpitaux où se trouvent donc tous nos malades pour y faire des miracles? Pourquoi vouloir que ces personnes se déplacent pour venir vers eux? Hein? Autant mieux aller à l'hôpital, effectivement, pour soigner les gens et montrer les miracles selon ce monsieur. Allons sur Just TV. Bernard dit qu'il faut voir... Bernard estime que le professeur Manassé, pourquoi est-ce qu'il dit que l'église est plus dangereuse que les bars, qu'en ce moment, il y a un bar qui est en train de faire le bruit en face de sa porte. Est-ce que c'est l'église? J'ai dit que... Il faut aussi fermer les bars. Les bars sont autant dangereux. J'ai dit, que ce monsieur-là suive ce que j'ai dit. J'ai dit que ces églises-là sont aussi dangereuses que les bars qui sont partout. Il n'y a plus de quartier résidentiel à Douala. Il y a les bars partout. Il y a les bars même dans les bureaux. D'accord. Alors, il faut fermer même ça. Dans les maisons, hein, les gens ouvrent les bars pendant une période, pendant les fêtes, et puis ils les referment dans leur salon. C'est Patrick qui est doctorant à la faculté de médecine à Owendo, je crois que c'est au Gabon. Il dit que à propos de ces églises-là, leur abondance est le fruit de la misère, mais leur danger est qu'elles coincent nos frères dans l'obscurantisme plus grave que d'être misérables. Joseph estime que les églises ne sont pas réveillées, mais elles sont éveillées. Hein? Elles sont éveillées, voilà. Ça, c'est pas mal ça. Oui, Madame Soga, vous avez tout à l'heure attiré l'attention sur certaines dérives bien précises.
le taux d'hommes qui se plaignent que leurs femmes vont dans les églises et abandonnent la maison pour les églises, bon, c'est vrai qu'il y a des hommes, c'est un bon débarras. Hein. Mais beaucoup se plaignent que les femmes abandonnent la maison pour aller dans les églises et laissent les enfants. Il y a une partie du ménage de l'argent qui se retrouve là-bas. Le pasteur, il s'enrichit. Il sort avec les femmes de ses fidèles. Les enfants sont endoctrinés. Vous achetez des voitures pour votre pasteur, vous lui achetez la maison, il vous vend de l'eau, vous avez dit de l'eau à 5 000 francs ou 10 000 francs, soit des gens pour vous bénir. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ça, Jean Soga? Parce que c'est bien beau de parler, mais c'est un business. Hein. À ce rythme-là, bientôt, nous tous, nous allons nous lancer là-dedans. Apparemment, ça paye. Moi, je disais au docteur Ebumbu, j'avais envie de lui répondre tout à l'heure, Thierry, avec votre permission, lorsqu'il dit qu'on ne peut pas faire la guerre à l'Église. Mais personne ne fait la guerre à l'Église. On fait la guerre à quelques temples égarés, non autorisés à l'exercice à cet exercice-là. C'est tout ce qu'on dit. Nous avons 47 églises autorisées au Cameroun. Mais si elles veulent exercer, il faut qu'elles rentrent dans le circuit légal et qu'elles soient autorisées pour le faire. Si elles ne le sont pas, elles seront combattues. Mais si on ne sait pas quels sont les critères. Non, attendez. Les critères, les critères, c'est la loi qui les définit. Je n'ai malheureusement pas porté avec moi les textes pour lire et repréciser les faits. Il m'est difficile de mémoire comme ça de les redire, mais ces critères-là existent. Il ne faut pas qu'on fasse de la diversion. Ça, c'est un. La deuxième chose sur laquelle je voulais quand même donner la réplique au docteur Ebumbu, c'est qu'il dit que les temples ou les églises ne représentent pas de danger. Mais avez-vous lu sur le Rwanda, le Burundi? Oui. Il y avait des pasteurs qui donnaient des ordres pour aller massacrer des gens dans des villages. Oui. Des villages entiers ont été massacrés. Donc, ces endroits-là, s'ils ne sont pas contrôlés, ni par l'église mère, disons comme ça, d'accord, ni par les autorités en place, sont capables de faire le plus grand tort. Alors, quand Thierry me pose la question de savoir, oui, il y a des hommes qui se plaignent de ce que leurs femmes rentrent dans les églises, mais il y a des femmes qui se plaignent de ce que leurs maris rentrent dans les églises aussi. C'est de véritables drames. Et cela a des conséquences sur un pays, sur la stabilité sociale. Cela a des conséquences. Donc, on ne va pas dire aux Camerounais, comme vous le demandez, que non, vous ne pouvez pas faire sans, on fera sans. Docteur Ebumbu, on fera sans eux. Moi, je vais dire, madame. Maintenant, non, pardonnez-moi. Oui. En un mot, oui, chacun. Mais non. Nous prions tous chez nous, docteur Ebumbu, je vous rassure. Et pour prier chez moi, je n'ai pas besoin de hurler de telle sorte que mes voisins soient... Mais déménager, on a fermé votre église au moins. Je dis très bien que je suis contre le fait de certaines pratiques qui sont dues au manque de formation des individus. Je dis que c'est le propos que je tiens depuis. Vous comprenez? Et il n'y a pas que dans ces églises qu'il y a dislocation des familles. Partout dans la société, les familles sont ébranlées. Le professeur Manassé disait tout à l'heure que le préfet a interdit aux enfants d'aller vendre dans la rue. Ce n'est pas l'église qui envoie les gens dans la rue. Il ne faut pas que tout ce qui se passe de mauvais, on l'attribue à l'église, surtout de réveil. Vous comprenez? Ce n'est pas l'église de réveil qui amène les gens à vivre dans la prostitution et autres. Moi, je vais vous dire, l'église est dangereuse, comme vous le dites. Les partis politiques aussi sont dangereux. J'ai suivi un leader de parti dire ici qu'il va préparer ses militants à aiguiser leur machette. C'est dangereux, un message. Voilà, un message comme celui-là. C'est dangereux. Il faut aussi le dire. Non, mais il faut d'abord le dire, et puis c'est dangereux. Donc, combien de partis politiques il y a dans cette nation? Moi, je veux dire que, même les bars, quelqu'un parlait tout à l'heure des bars. Quand on a bu 2 ou 3 bières, est-ce que vous savez qu'on peut aller entretenir des rapports sexuels non protégés avec une femme, on contamine, et puis derrière ces bars, il y a la drogue et autres? Donc je veux dire que... Tout est dangereux au Cameroun. Tout est dangereux, donc ne regardez pas seulement l'église comme si c'était... Or, je vais terminer, je crois que c'est mon dernier mot. L'église, le rôle de l'église, c'est de former des bons citoyens, des bons pères de famille. Ça, c'est le but de l'église. Des bons fonctionnaires, des bons hommes d'affaires, des bons médecins. Une église qui est incapable de faire un tel travail n'a pas le droit d'exister. C'est ce que moi je dis. D'accord. Alors, mon révérend. Monsieur Thierry, il y a jusqu'ici
49 églises, 47 églises autorisées à fonctionner au Cameroun. Il semble que la dernière signature date de 2009. On nous clame qu'au niveau de Yaoundé, jusqu'ici, il y avait 500 églises. Moi, je me pose la question de savoir aujourd'hui où était le gouvernement. De 47 à 500. Et pire encore, c'est une histoire personnelle que je vous raconte là. Il y a certaines autorités administratives qui délibérément nous font travailler avec les églises non autorisées à fonctionner. Je prends le cas du sous-préfet de l'arrondissement de Sondo, où j'ai ouvert une chapelle. Il me convoque à des réunions avec l'église presbytérienne libre, qui n'est pas autorisée à fonctionner. Voilà des situations que nous vivons ici, dans notre pays. Pendant que les autres autorités sont en train de fermer ces églises. Oui. Pendant que ces églises sont en train d'être fermées par d'autres autorités administratives, là-bas, de mon côté, on encourage. C'est pourquoi je pose la question de savoir, de 2009 à aujourd'hui, pourquoi avoir permis le fonctionnement de 500 églises? Donc, en principe, je crois qu'il y a une petite confusion aussi. Je pense qu'il faudrait que les églises réveillées, les églises dites de réveil, soient dans l'ensemble réveillées. C'est-à-dire qu'elles s'occupent réellement des problèmes de l'homme. D'accord. Alors, monsieur Sombo. Non, puisque nous sortons de ce qui pourrait être appelé débat, je vais dire que la problématique sur les églises réveillées doit être entamée avec toutes les autres situations que notre pays connaît. On a évoqué ce problème de bar, on a évoqué ce problème de dépravation des mœurs à tous les niveaux. Mais le drame, c'est que là où devrait être la source d'inspiration de la moralité publique qui devait assainir les mœurs et attaquer, donc en réalité le Cameroun est attaqué, enfin la société est attaquée dans ses fondements moraux. C'est pourquoi la répression ne peut qu'être plus vive encore au niveau de l'Église, parce qu'on attendait que dans une société, lorsqu'elle tombe en déliquescence sur le plan moral, qu'on s'appuie sur l'Église pour reformer cette morale. Ensuite, il faudrait que nous ne soyons pas amnésiques vis-à-vis de l'histoire. Notre société a vécu dans la paix, dans la concorde, lorsque, à un moment donné, il y avait une réglementation qui existait et qu'il n'y avait que ces églises qui étaient traditionnelles. On ne peut pas dire qu'avec l'avènement des églises réveillées, les gens soient devenus plus riches, que les gens soient devenus plus compétents. Au contraire, ça crée des fléaux. Je crois que cette répression fait partie des mesures qui vont nous faire probablement régresser sur le plan de la diversité et de la liberté religieuse. Mais si c'est la voie de recours qu'il faut pour que la société se retrouve, pour que notre société retrouve ses fondements moraux, je crois qu'à ce moment, il n'y a rien à faire, il faut repartir par là. Manasseh Abouyando. Moi, je crois que le problème des églises du réveil est identique à celui de Ben Sikine. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut que les mêmes solutions qu'on a appliquées au Ben Sikine soient appliquées aux églises du réveil, là, parce qu'elles sont pour la plupart illégales. Maintenant, le gouvernement réagit parce que les victimes ont commencé à provenir de leur famille. Parce que tant que les victimes venaient des familles des autres, les sous-préfets et les préfets étaient tranquilles. Comme les cousins commencent à mourir, donc les sous-préfets se réveillent pour bloquer l'avancée de ces églises qui sont très dangereuses pour la société. Moi, je voudrais que les révérends puissent m'éclairer parce qu'il y a un verset, je ne connais pas très bien la Bible, mais je sais qu'il y a un verset, c'est le Nouveau Testament, c'est l'Apocalypse. Là, on parle des faux prophètes. Au dernier jour, il y aura beaucoup de faux prophètes qui vont arriver et tout ça. Ça se trouve à la fin du monde, c'est ça? Non, mais écoutez... Effectivement, il ne faut pas confondre faux prophètes et mauvais prophètes. Merci, mon révérend. On se retrouve jeudi. Entretien avec Bernard Djonga de l'ACDIC, jeudi. Et rediffusion de l'émission 4 sur table vendredi à 13h30. Bonsoir.